Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo des sorties de février, qui est un petit mois, mais où il y a quand même pas mal de sorties. Bon, je me suis munie de ma petite bouteille d'eau parce que je sens que je vais encore beaucoup parler. Alors juste un petit renseignement que j'ai vu passer sur Bookstagram. Si vous suivez les éditions Bookmark, là en fait, ils mettaient des livres, des reliés collector près de 30 € et puis des brochets aux alentours de 20 €. Sauf qu'apparemment, ils ont fait un communiqué disant que ça coûtait cher de les laisser en librairie, de les envoyer en librairie, de les reprendre après, que ça faisait doublon, donc ça leur coûtait pas mal d'argent. Donc désormais, en librairie, il n'y aura plus que les reliés collector de chez Bookmark. Enfin, pour ceux qui sortent en reliés collector, parce qu'ils ont des collections qui sortent en brochet. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que les reliés collector ne sont pas donnés. Alors, il y aura quand même possibilité de commander sur leur site les brochets, mais bon, le problème, c'est qu'il y a toujours les frais de port, quoi. C'est juste le petit souci. Donc, ils ont dit qu'ils allaient peut-être essayer de faire des opérations pour justement qu'il n'y ait pas trop de soucis de commande de frais de port, mais je ne sais pas encore trop comment ils vont tourner ça. Et voilà, donc je voulais vous donner cette petite info juste avant de commencer je vais y arriver, juste avant de commencer mes présentations de livres pour les sorties de février. Désolée, je l'ai un peu perturbé parce que mon téléphone me notait la mémoire était pleine alors que j'avais enlevé des vidéos, mais en fait je les avais pas retirées de la corbeille, donc évidemment ça n'allait pas. J'ai gardé ma guirlande, j'ai enlevé mes affaires de Noël, mais j'ai gardé la guirlande électrique, je trouve qu'elle est sympa. Et puis en plus, là il fait gris et ça permet de ne pas ouvrir la lumière électrique qui donne toujours un effet hyper dégueulasse. Donc voilà, je préfère allumer cette lampe à LED. Sinon, alors voilà, j'essaie de réduire le plus possible à chaque fois mes sorties, mes sorties de février. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas vous à mettre ce que vous avez repéré pour février, notamment des suites de séries que moi je suis peut-être pas, donc que j'ai pas forcément mises dans mon récapitulatif, ou d'autres livres qui vous tentent. N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je mets de moins en moins, dès que je vois qu'il y a un truc de romance, j'avoue que j'ai tendance à chanter et ne pas le mettre. Alors c'est dommage, parce que je vous dis, si ça se trouve, il y a des livres où la romance n'est pas si importante que ça, mais j'ai l'impression de voir de la romantaisie partout, et c'est vrai que c'est un petit peu lassant. Du coup, d'ailleurs, le premier livre que je vais vous montrer, ça va parler de romance quand même, et tout. Mais bon, c'est pas très très grave. Le premier livre qui sortira le 4 février, ce sera chez Stardust, c'est Gladiator et Goddess de Morgan Owen. Et là, on est effectivement dans une romance, mais une romance FF, donc je trouvais que ça changeait un petit peu, puis dans un cadre historique assez particulier, puisque nous sommes dans la Rome antique. Alors, je vais vous faire le résumé. Féministe et épique, le début d'une romance entre une gladiatrice et la fille d'un empereur romain. Les déesses romaines en ont assez de la domination des dieux et des hommes. Pour changer la destinée du monde, elles portent tous leurs espoirs sur une jeune femme exceptionnelle, Gia. Vivant à Pompéi, elle rêve de devenir gladiatrice, ce qui semble impossible. Mais Gia est déterminée. Après des premiers combats glorieux, elle se voit confier la protection de Claudia, la sublime fille de l'empereur Tibère. Alors que le Vésuve gronde, les jeunes filles font face au complot à travers l'Empire, tout comme à leurs sentiments grandissants. Des sentiments que les déesses n'avaient pas prévus. Voilà. Donc on est dans quelque chose d'assez féministe, d'une romance FF, et en plus dans la romantique. Donc du coup, je trouvais que c'était pas mal de le mettre ici. Chez Calix sort un livre qui a l'air pas mal du tout aussi. Ce sera aussi le 4 février. C'est Blood Over Bright Haven de M.L. Wang. Elle avait déjà sorti il ou elle, je ne sais plus si c'est un auteur ou une autrice. L'année dernière, Calix avait sorti un autre de ses livres, The Sword of Kagan, qui avait été traduit par Emmanuel de Chastelière. Voilà, bon, le livre a l'air très bien, mais comme j'ai pas encore lu The Sword of Kagan, voilà, pour l'instant je vais pas l'acheter tout de suite, sauf vraiment si je le trouve à bas prix. Mais bon, ça reste encore du brochet, enfin du relié, donc c'est toujours assez cher. Mais voilà, je me dis, je vais d'abord lire The Sword of Kagan pour me faire une idée de la façon d'écrire de l'auteur. Je vous fais le résumé. La magie a un coût, quelqu'un doit payer. Siona a consacré chaque instant de sa vie à la magie afin de devenir la première femme au mage.
Lorsqu'elle parvient enfin à accomplir l'impossible, elle comprend que le vrai combat ne fait que commencer. Ses nouveaux collègues sont prêts à tout pour l'humilier, comme lui attribuer un concierge au lieu d'un véritable assistant. Mais ni Siona ni ses pairs ne savent que cet homme taciturne, Tomil, était autrefois un chasseur nomade, seul survivant de sa tribu. Ensemble, mages et étrangers découvrent un terrible secret qui pourrait tout changer ou leur coûter la vie. Je ne sais pas si on va aller vers de la romantaisie. Chez Calix, ils font de plus en plus de romantaisie. Et je vous dis, moi, la romantaisie, j'ai plus trop envie. Donc à voir, mais voilà, je vous le dis encore une fois, je vais d'abord lire The Sword of Kagan avant de pencher sur celui-ci. Le suivant, c'est une sortie poche chez J'ai lu qui était d'abord sortie chez Verso. C'est QQ de Camille Emmanuel, où là c'est voilà, quelque chose d'assez sarcastique, je pense, sur le monde des romances. Le jour, Marie Couston est prof de français dans un lycée. La nuit, elle écrit sous pseudo de la romance érotique. Mais lorsque son éditrice exige qu'elle abandonne ses romans cucu pour de la dark romance, Marie voit rouge. En clair, on lui demande de rendre sexy des violences conjugales et sexuelles. Sans regret et un peu saoule, elle décide de tuer son personnage principal avant de s'endormir. Au réveil, elle n'en croit pas ses yeux. Un inconnu est assis sur son canapé, un homme très beau, dans son costume sur mesure, hors de prix, qui lui explique alors qui lui expliquait alors le plus sérieusement du monde qu'il est Cooper, le mâle alpha de sa romance. Voilà. Bon, les retours quand il était sorti en grand format étaient plutôt bons. Voilà, ça peut être... Je suis pas sûre que je vais y aller parce que je suis pas très romance, je suis pas bon. Voilà, je suis pas sûre, mais je voulais vous le mettre quand même. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de les avoir en poche. Alors là, sortira chez Totem toujours le 4 février, donc c'est la collection poche de chez Galmeister. Alors ce livre était déjà sorti chez Milady, donc chez Bragelonne. C'est Flash Forward de Robert J. Sawyer. Alors le titre vous dit peut-être quelque chose. Vous avez peut-être vu la série dont s'est inspiré, la série qui s'est inspirée de ce roman, pardon, où effectivement on voit des gens, ça commence comme ça. Il n'y a eu qu'une saison malheureusement cette série, moi j'avais beaucoup aimé, elle était vraiment très bien faite, où on voit des gens qui s'évanouissent. Alors je sais pas si je crois que c'est dans le monde entier. Ils s'évanouissent d'un seul coup, sans qu'on sache pourquoi. Et à leur réveil, ils ont eu plein de flashs forward, c'est-à-dire des flashs qui se passent dans le futur, voilà, de ce qui va arriver. Donc vous avez des agents du FBI, ils font appel à un professeur très connu, vous avez des étrangers aussi. Bon, il y a plein de personnages comme ça. C'est vraiment excellemment bien fait. J'avais adoré la série, malheureusement il n'y a eu qu'une seule saison. Je pense qu'elle n'a pas dû très bien marcher. Mais elle était vraiment géniale. Elle surfait un peu sur la vibe aussi de Lost, Les Disparus. Elle était sortie peu de temps après. Sauf que là, on n'avait pas des flashbacks, mais plutôt voilà, des flashs du futur. Et c'était vraiment prenant. Donc là, ça ressort chez Totem. Alors peut-être qu'il est trouvable d'occasion dans la collection Milady, donc à moindre prix. Lyode, Simco et Théo Procopides, deux physiciens géniaux, s'apprêtent à procéder à une expérience révolutionnaire au CERN de Genève. À la seconde où celle-ci débute, l'humanité entière perd connaissance pendant 2 minutes, ce qui provoque une impressionnante série de désastres. Mais pendant ces 2 minutes, comme suspendues, chacun a eu aussi une vision de sa vie une vingtaine d'années plus tard. Pendant qu'on débat sans fin de cet incroyable phénomène, Lyode se demande qui est la femme aperçue dans sa vision. Théo, lui, s'inquiète de n'en avoir pas eu. Pour tirer les choses au clair, tous deux doivent enquêter sur leur futur. Alors dans la série, on ne savait pas d'où venaient ces flashs, hein, à cause de qui c'était dû. Donc là, bon, on le sait tout de suite que voilà, c'est dû à deux physiciens qui font partie du CERN. Toujours le 4 février, cette fois, alors c'est toujours chez J'ai lu, va sortir Les Indignes d'Augustina Basterica, si je prononce bien son nom. Alors je crois que je l'avais mis dans ma wishlist celui-ci, il me tentait beaucoup puisqu'on va parler d'ordre monacal, enfin plutôt de nonnes, mais dans un futur dystopique d'après ce que j'ai compris et avec un côté très dur pour ces femmes qui vont rejoindre cet ordre. Ça fait penser un petit peu aussi à la Servante écarlate. Alors, la maison de la sororité sacrée, le quotidien des indignes est rigoureusement réglé par la menace du feu, dont use la sœur supérieure. Pétrie de méfiance et de jalousie, les sœurs... excusez-moi, j'ai du mal à lire parce qu'il y a une partie du texte qui est pas bien, qui est sur le foncé, vous m'excuserez.
Alors, toutes les jeunes femmes qui sont là espèrent être l'heureuse élue qui rejoindra les humanités. Alors, parmi elles, nous avons une héroïne qui tient un journal dans lequel elle s'épanche jour et nuit au péril de sa vie, parce qu'il est interdit d'avoir un journal, sur ce qui se passe là-bas. Et un jour, elle découvre dans l'enceinte une errante aux abois qu'elle aide à intégrer la communauté. Alors qu'un lien étroit se noue entre les deux jeunes femmes, il apparaît vite que cette jeune femme qu'elle a sauvée, Lucia, est spéciale et que son arrivée apporte une lueur d'espoir dans un monde de ténèbres. Ça n'avait pas l'air mal du tout. Il y a ce côté un peu, ouais, effectivement, je vous dis, un peu nonnes qui sont maltraitées, enfin, jeunes femmes qui sont maltraitées, qui sont considérées comme indignes. Et bon, puis dans un monde dystopique, ça me tentait beaucoup. Alors là, il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, sur le compte de Hachette Heroes, ils ont fait plein d'annonces et des annonces surprises. Et il y en avait une, je m'étais dit, à mon avis, vous allez sortir une collection de poches. Et ils sortent une collection de poches. Là, il y a 2 ou 3 livres, je crois, qui sortent en poche de chez eux au mois de février. Donc, c'est super. On va pouvoir, voilà. Parce que moi, il y en a qui me tentent. Après, les Twisted Tales, j'ai peur que ce soit peut-être un petit peu trop jeune pour moi. Mais je me dis, en poche, voilà, c'est un petit peu plus... voilà, c'est un petit peu plus abordable, donc pourquoi pas. Et le tout premier sortira, enfin il y en a 2 qui vont sortir en même temps, le 4 février. Alors c'est Ce rêve bleu, et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Alors le nom de l'autrice par contre je ne l'ai pas, si c'est de Lise Braswell. Bon, ils ont toujours à peu près les mêmes auteurs et autrices pour ces réécritures. Aladdin est avourien, comme les autres habitants d'Agraba, un pauvre, le jeune homme tente bien que mal de survivre à chaque fois j'ai le texte qui est coupé, ça m'énerve, de survivre à Agraba. Jasmine, quant à elle, est sur le point de subir un mariage arrangé. Elle ne désire qu'une chose, échapper à son destin et découvrir ce qui se cache derrière les murs du palais. Tout bascule lorsque le conseiller du sultan, le méchant Jafar, prend subitement le pouvoir. À l'aide d'une lampe étrange dotée de pouvoirs extraordinaires, l'effrayant personnage tente de briser les lois de la magie, de l'amour et de la mort. Désormais, Aladdin et la princesse déchue doivent unir le peuple d'Agraba et mettre au point une rébellion pour faire tomber un dictateur avide de pouvoir qui menace de déchirer le royaume. Voilà, donc là, en fait, c'est Jafar qui s'est emparé tout de suite de la lampe magique. Et le 4 février, alors par contre celui-ci je ne me rappelle pas l'avoir vu sortir en grand format. C'est Disney Dangerous Secret, c'est toujours chez Hachette Heroes poche. Maléfique au cœur de la lande. Donc on va être sur une réécriture de La Belle au Bois dormant, mais avec pour personnage principal Maléfique. Et celui-ci a été écrit par Holly Black. Je ne l'ai jamais vu passer. Donc j'avoue que celui-ci me tente pas mal. Gouverner est une tâche délicate. Et pour Aurore, qui règne sous le poids de 2 couronnes de Perceforêt et de la Lande, l'équilibre est difficile à trouver. La reine est déterminée à unir humains et créatures féeriques grâce à un traité de paix. Mais alors que de sombres fleurs épineuses envahissent les frontières de Perceforêt et qu'un garçon d'écurie disparaît mystérieusement, humains et fées se déchirent plus que jamais. Aurore n'endort plus. Et pour cause, qui sait si elle ne se réveillerait pas 100 ans plus tard? À qui peut-elle faire confiance? Maléfique, sa marraine protectrice, Seigneur Ortolan, son conseiller plein de ruses, son ami dévoué le prince Philippe, ou bien son nouvel admirateur le comte Alain. Tous promettent de lui être dévoués, mais l'enjeu est de taille. Pour sauver son royaume, Aurore devra avant tout suivre son cœur. Voilà. Donc c'est vous cette réécriture, en plus c'est Holly Black, donc c'est plutôt tentant. Alors toujours le 4 février va sortir chez Hauteville, je vous celui-là me tente beaucoup, le livre des heures perdues de Hélé Gelfuso. On est dans un mélange aussi de bibliothèque magique en plein nazisme, avec voilà une jeune fille qui essaie d'échapper et d'échapper aux nazis et d'échapper et de changer l'histoire. En 1938, à Nuremberg, vit Ézéchiel Lévy, un horloger juif qui raconte chaque soir à sa fille, Lisaveth, les aventures d'une montre magique capable de parler au temps. Mais lors de la tragique nuit de cristal, Ézéchiel enferme Lisaveth dans l'espace-temps, une bibliothèque enfermant tous les souvenirs de l'histoire. Il ne reviendra jamais la chercher. Et pour cause, il est certainement arrivé quelque chose. Lorsqu'elle comprend que des nazis s'introduisent dans l'espace-temps avec pour mission de détruire des livres et ainsi réécrire l'histoire, elle s'érige en résistante contre l'oubli et sauve tout ce qu'elle peut. Jusqu'à ce qu'en 1949, l'arrivée d'Ernest Duquesne, un espion américain, lui laisse entrevoir le monde qu'elle a laissé derrière elle. Il l'entraîne alors sur une voie qui pourrait bouleverser l'histoire et peut-être même l'espace-temps. Donc, franchement, il a l'air vraiment top celui-ci. J'avoue que c'est un de ceux qui me tente le plus dans les sorties du mois de février.
Alors, le 4 février va sortir aussi chez Milan The Monstrous Kind de Lisa Gregovic. C'est pareil, le résumé me tentait beaucoup. Dans le royaume de la fumée, anciennement Royaume-Uni, seule l'aristocratie a le pouvoir de résister au spectre. Les sires des 12 manoirs les sires des 12 manoirs régnants et leurs familles ont pour mission de protéger la population et de lutter contre l'avancée du brouillard maudit. Lorsque son père décède soudainement, Merrick Darling, archifille du manoir Darling, est obligée de quitter la saison mondaine à New London pour retourner chez elle. Après les funérailles, Merrick découvre que Norland, le domaine familial, a bien changé. Sa sœur et sire héritière du manoir semblent aux abois. Qu'est-ce qui la menace et pourquoi? Quelles étranges rumeurs circulaient donc sur leur père avant sa fin tragique? Et pourquoi les barrières qui protègent leur province du brouillard semblent-elles plus faibles qu'avant? Entre disparitions inquiétantes et complots politiques, Merrick doit lutter pour prouver sa valeur et sauver le manoir Darling de ceux qui veulent sa perte, qu'ils soient spectres ou humains. Et la phrase qui fait tout, un univers gothique inquiétant dans l'Angleterre de la Régence. Voilà, bon, moi vous m'avez dit ça alors. Voilà, un côté uchronique, dystopique, voilà, dans un Londres, oui, un peu, enfin, dans une Angleterre dystopique, un manoir où il se passe des choses bizarres, une ambiance gothique. Après, je me méfie après quand il parle d'ambiance gothique parce que, oui, il y a gothique et gothique, on va dire, mais voilà, ça sort chez Milan, donc ça va plutôt être du young adulte, je pense, mais moi, je n'ai rien contre le young adulte, donc ça me tente beaucoup. Toujours le 4 février, pardon, va sortir Brest Market tome 1, Le souffle du dragon. Alors c'est de Shannon Lee et de Fondali. Alors je sais que Fondali a écrit d'autres livres. Alors c'est pareil, je suis pas, il me tente, il sort chez Eldercraft, mais je me demande s'il va pas y avoir de la romantaisie aussi. Donc j'attendrai peut-être les premiers retours. Alors, on nous dit, le tournoi du gardien rassemble l'élite des arts martiaux du Longan. Le vainqueur deviendra le nouveau protecteur du rouleau du ciel, un artefact divin qui contient la sagesse du dragon. June, 16 ans, rêve d'y participer pour restaurer l'honneur de son père et réparer la terrible erreur qui hante son passé et a causé leur bannissement de l'autre côté de la grande muraille serpent. Mais June n'est pas marqué par le souffle du dragon, contrairement à ses adversaires, tous dotés de pouvoirs extraordinaires. Comment pourrait-il remporter ce tournoi inégal? Pourtant, il est prêt à se battre à tout prix car de son destin dépend la survie de ceux qu'il aime et de tout un pays au bord de la guerre et rongé par la haine. Bah là, en relisant, non, j'ai pas l'impression que c'est de la romantaisie pourtant. Peut-être parce que l'autrice Fondali a écrit de la romantaisie, c'est peut-être ce qui me donne cette impression-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres de Fondali parce que je ne pense pas en avoir lu un seul. Non, on est plus dans de la fantaisie, des fantaisies d'inspiration orientale, donc asiatique, pardon, donc qui serait pas mal du tout. Toujours le 4 février va sortir au livre de poche Néo, l'île de l'orgueil, les 7 péchés capitaux. Je ne sais pas si c'est une collection, c'est marqué Néo, je sais pas ce que c'est une collection pour les plus jeunes. Je pense que l'île de l'orgueil, c'est le tome 1 des 7 péchés capitaux. Je ne sais pas non plus où est-ce que c'est sorti avant, dans une autre, est-ce que c'est sorti dans une autre maison d'édition en grand format. C'est de Nicolas Destienne-Dorve. Alors j'avais lu un livre de cet auteur il y a très longtemps. Où on avait une femme et un jeune homme qui enquêtaient sur les manipulations qu'avaient pu faire les nazis durant la Seconde Guerre mondiale pour créer les êtres humains parfaits, manipulation génétique sur des bébés notamment, ou lors de grossesse pour créer voilà, le parfait arien. J'avais beaucoup aimé, la fin était pas mal du tout, voilà, c'était pas mal de suspense et tout, puis voilà, on avait cette plongée dans l'histoire. J'avais bien aimé la plume de l'auteur, donc à voir. Après avoir parcouru le globe et végété 10 ans dans une prison asiatique, Antoine Rocono est à 47 ans un écrivain raté. Donc c'est peut-être pas de la jeunesse en fait, ou du young adulte. Alors qu'il est réduit à s'acheter une tente pour dormir dans la rue, de mystérieux personnages lui font une proposition inattendue. Prendre la place de Marc Auberger, un romancier célèbre dont chaque nouveau livre est affublé de l'insupportable bande, toujours numéro 1 des ventes. Ses interlocuteurs l'installent dans un appartement, renflouent son compte en banque, lui achètent un ordinateur et surtout lui apprennent à se glisser dans la peau de ce Marc Aubergier dont on ne connaît ni le visage ni la vie. Enfin prêt, il rejoint une île bretonne hantée par le fantôme d'un enfant mort noyé et sur laquelle vivent l'épouse de l'écrivain et leur majordome. Et si ce dernier était autre chose qu'un simple majordome? Et si cette femme dont il découvre qu'elle est aveugle était en train de retomber amoureuse de celui qu'elle croit être son mari? Et si Antoine Rocono se piquait soudain d'écrire réellement un livre qui signait Marc Auberger, qui manipule qui? J'avoue que c'est très tentant. C'est marqué que Hitchcock et Daphné du Maurier ne sont pas loin. Donc effectivement, en plus Hitchcock a adapté
au moins une œuvre de Daphné du Maurier. Donc, c'est les oiseaux, je crois. Non, c'est pas les oiseaux, j'ai une bêtise. C'était lequel de Daphné du Maurier? Rebecca. Rebecca, bien sûr. Suis-je bête? Ça n'a pas l'air mal. Je vois que celui-là, oui, oui. Je pense qu'il va rejoindre ma wishlist. Alors là, ressort ces rivages. Alors ça fait 2 fois qu'il y a un rivage. Là, j'en ai plusieurs. Ils sont tout en haut. D'habitude, ils sont blancs quand ils font des rivages plutôt fantastiques, SF ou rivages noirs. Là, ça fait 2 fois qu'il les sort plutôt avec, voilà, je vous aurais mis la photo normalement, avec l'entête qui est mauve violet. Et je sais que en janvier ou en décembre est sorti Tau Vanguard de Cécile Minard, qui était plutôt de la SF apparemment et pas de la littérature blanche, ou alors un mélange des deux, je ne sais pas trop, qui m'avait beaucoup tenté, qui est dans ma wishlist. Et là, c'est pareil, voilà, ça fait penser à leur collection littérature blanche ou littérature générale, mais en même temps, on est dans du fantastique. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Il sort aussi le 4 février, c'est Memory Palace de Léa Guénin. Alors, secrètement installée dans une base spatiale oubliée, une équipe s'attelle à un ultime projet avant l'effondrement qui s'annonce. Elles sont 4. Claudia, ex-astronaute, Kae, high-technicienne anarchiste, Ruth Lee, paléobotaniste, et Denisova, journaliste en exil. Avec l'aide de Memory Palace, intelligence artificielle aux intentions insondables, elle s'apprête à encapsuler la mémoire de la Terre et propulser ses archives vers les étoiles, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un les découvre et le lise. Mais le compte à rebours est lancé et la fin est imminente. L'arrivée de Noé, jeune rebelle et hackeuse prodige, risque de bouleverser leur mission. Parviendront-elles à la mener à son terme? Quelles traces de l'humanité laisseront-elles? Voilà, j'ai un roman magnétique aux accents cyberpunk. Bon, voilà, j'avoue qu'ils me tentent bien. Alors, par contre, je crois qu'ils ne sont pas donnés, je ne sais pas combien il est, mais ils sont à plus de 20 € aussi, les rivages. Donc, bon, j'attendrai peut-être de trouver d'occasion, mais il a l'air pas mal du tout. Je suis bien tentée, donc encore une fois, on parle de fin du monde, tout ça, donc c'est vrai que c'est toujours prenant. Toujours le 4 février, alors là, nous partons chez La Volte, qui est une maison d'édition indépendante plutôt engagée, avec leur nouveau roman qui s'appelle Gog Magog, ça va, je l'ai bien prononcé, de Jeff Noon et Steve Beard. Alors Jeff Noon, j'ai des livres de cet auteur que je n'ai pas encore lus, qui étaient édités chez Actu SF. Donc c'est pareil, je pense que je vais peut-être attendre un petit peu de lire déjà ceux que j'ai de cet auteur. Alors, Arcadia Mine se fait appeler Caddy et vit dans un repère pour marins fauchés proche du front de mer. Autrefois, elle transportait passagers et marchandises depuis les ports florissants de l'estuaire jusqu'à Ludwig, la capitale. Mais c'était il y a bien longtemps. Maintenant, à la retraite, elle boit dès le lever du soleil et compte à qui veut l'entendre des histoires grivoises contre quelques lampées de rhum ou pincées de tabac. Son quotidien se brise lorsque 2 étrangers lui demandent de reprendre du service. L'un des deux, une jeune fille, est malade et court un grand danger. L'autre, un être artificiel au caractère singulier, cache de nombreux secrets dans son crâne de cristal. Sur son vieux bateau à vapeur délabré, Caddy est la seule à pouvoir leur faire traverser le Nisis, devenu dangereux. Elle connaît les courants et les apics, les chenaux secrets et les reflux. Or, ce fleuve n'est pas un simple fleuve. On raconte que Nisis est un spectre, un fantôme de dragon. Voilà, donc c'est le premier livre d'un diptyque au croisement de la fantaisie et de la science-fiction. La science-fantaisie, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de ce terme de science-fantaisie. Donc pourquoi pas. Bon, j'avoue que celui-là, c'est pareil, il va finir en wishlist. Celui-ci aussi, mais j'ai un autre livre de l'autrice, donc je pense que je vais attendre d'avoir lu son autre livre avant de me précipiter sur celui-ci. On est aussi sur une réécriture de contes. C'est chez le Héron d'Argent et ça sortira le 5 février. C'est Le baiser de la fiancée de Stéphanie Scrobala. Donc là, on est dans une réécriture, je crois, de La Belle et la Bête. Oui, c'est ça. Et si la fille de Belle et de la Bête était maudite à son tour. En fait, elle avait écrit Le dernier chant d'une sirène où on suivait l'histoire de la méchante sorcière. Et là, on va suivre l'histoire de la fille de La Belle et la Bête. Une terrible malédiction plane sur le manoir Braquement. Si Adélie ne noue pas un amour sincère et pur avant son 20e anniversaire, elle se changera en bête monstrueuse, comme son père avant elle. Hélas, ses échecs successifs transforment ses prétendants en statues de pierre, la conduisant peu à peu vers le désespoir. Mais pile au moment où elle commence à éprouver des sentiments pour un jeune homme qu'elle se refuse à condamner, le destin lui joue un tour cruel. L'enchanteresse à l'origine de la disgrâce de sa famille lui propose un nouveau pacte. Si Adélie lui ramène l'âme de 12 hommes au cœur sombre en les embrassant, elle sera enfin libre. Voilà.
Je vais voir. Alors, je sais que Elodie de la chaîne Dévoreuse de Livres est en partenariat avec Le Héron d'Argent. Donc, je vais peut-être attendre de voir ses retours. Parce que ça, j'avoue que voilà, il me tente bien. Mais il faudrait que je lise le dernier chant d'une sirène quand même avant. Alors là, nous allons arriver. Il y en a combien? Deux en suivant. Oui, deux en suivant. Aux éditions. Alors là, c'est Sabran, mais c'est pareil, ça va être une double sortie à la fois en relié collector et en pâle, collection pâle. Donc ça, c'est super. Et j'avoue que celui-là me tente pas mal. Donc ça m'arrange que ça sorte en édition poche. Ce sont les légendes de Tuonela, le tome 1, Au Nord et la Nuit de Émilie Rath. La couverture est très belle d'ailleurs. Et on va se retrouver en Finlande en plus. Donc je me dis, ça va changer un petit peu justement de folklore. Et ça, j'aime beaucoup. Les dieux se sont tus. Nous avons été abandonnés. Dans les contrées reculées de la Finlande sauvage, les dieux semblent avoir abandonné les humains. Pour Sihiri et Enna, amis d'enfance inséparables, l'arrivée de l'hiver promet de dures privations. Et les rumeurs qui courent sur la disparition de plusieurs filles des environs assombrissent encore ce long crépuscule. Lorsqu'elles sont attaquées par un être maléfique qui n'est autre que la déesse du royaume des morts, Sihiri assiste impuissante à l'enlèvement d'Enna. Prisonnière d'un funeste destin, cette dernière doit déjouer les pièges de la cruelle reine sorcière pour s'échapper. Pendant ce temps, Sihiri remue ciel et terre pour sauver son ami, cheminant vers le nord en quête du chaman légendaire qui pourrait l'aider. Mais cet hiver n'a pas livré tous ses secrets et les desseins des dieux sont aussi noirs que la nuit. Bon, j'avoue qu'il me tente beaucoup. Je pense pas avoir vu de retour encore sur celui-ci. Je suis en train de me poser la question. Pour ceux qui sont partenaires, ils reçoivent les livres avant. Non, je suis pas sûre. J'en ai vu d'autres de chez Sabran et de Saxus, mais pas celui-ci. Donc voilà. Celui-ci, je l'avais repéré en grand format. Donc il sort chez Pal aussi. Hein, donc c'est très bien. À la base, il était sorti chez De Saxus. Donc voilà. Ça permet de se faire un petit cadeau à moindre coût. Là, ce sera le 5 février. C'est Chasse nocturne de Alexandra Christo. Entrer dans un monde de monstres et de dieux. Atcha est une néfaste, un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. Dernière de son espèce, elle se cache dans les ombres du monde pour échapper aux dieux aussi violents qu'imprévisibles. Silas est un héros, chargé par les dieux de transmettre leur message et de transporter les morts. Dépouillé de ses souvenirs et de son humanité, il rêve de retrouver sa vie d'avant et de briser sa malédiction. Lorsqu'Atcha enfreint une loi sacrée, les dieux la privent de ses pouvoirs et lâchent leur monstre à ses trousses. Silas lui propose alors un marché. Si elle l'aide à retrouver son humanité, il l'aidera à venger sa famille et à affronter ses poursuivants. Cependant, rompre de tels enchantements n'est pas une tâche aisée. Ils devront chasser 3 entités redoutables pour y parvenir. Un vampire, une banshee et le dieu qui a ruiné leur vie. Mais leurs sentiments naissants pourraient bien mettre en péril la traque qui devrait redonner du sens à leur vie. Bon, on est chez De Saxus. Voilà, il y a toujours un peu de romantaisie. Mais malgré tout, cette histoire de dieu, de monstre, ça m'attire pas mal. Donc, pareil, c'est pour ça que j'ai hésité longtemps. Je l'avais mis en wishlist, mais j'ai hésité à le prendre en grand format. Je me suis dit, maintenant je sais, voilà. Je trouve qu'ils n'attendent pas trop en plus pour les sortir en poche. Donc, c'est un gros plus. Et voilà, encore une fois, ça a permis de se faire un petit plaisir à moindre coût quand même. Toujours le 5 février sortira chez Lumen une nouvelle série que j'ai eu la chance de recevoir en service de presse par le biais de la masse critique Babelio. Voilà, ils envoient, en plus de leur masse critique qu'ils font tous les mois, ils envoient parfois des propositions de masse critique. Je m'étais vraiment très contente de le recevoir. C'est Queen of Faces, le tome livre 1. Il n'y a pas d'autre titre. La couverture est vraiment très très belle. On a du mal à voir un peu le bleu, tout ça, mais elle est vraiment superbe. J'adore. Et le résumé était très tentant. Je trouve que la tranche est très belle aussi. C'est un brochet, hein, mais la tranche est très belle. 19 euros. Lumen, on peut pas dire qu'il voit. Vous voyez quand même la grosseur du livre. Alors je sais bien que c'est écrit. Ouais, c'est écrit. Bon, c'est écrit assez normal hein, quand même. Donc franchement, Lumen, ils abusent pas sur les prix. Ce qui est intéressant. Je suis en train de regarder s'il y avait d'autres illustrations, mais non. Je vais vous faire le résumé, mais pas en entier parce que Lumen, ils ont souvent des résumés assez spoilants. Un démon donne naissance à un ange, un idiot à un génie, et d'un pion naîtra une reine. Prisonnière d'un corps qu'elle n'a pas choisi et qui la tue à petit feu, Annabelle Gage n'a plus qu'un an à vivre. Son dernier espoir pour obtenir un nouveau corps, et en bonne santé celui-là, intégrer Parangon, la prestigieuse école de magie de Kémor. Mais quand elle échoue à l'examen d'entrée, elle décide en dernier recours de voler un châssis tout neuf au nez et à la barbe des pires criminels du pays. Prise sur le fait par nul autre que le directeur de Parangon, Anna se voit offrir un choix qui n'en est pas vraiment un. Être exécutée pour son crime ou travailler comme mercenaire pour le vieux loup.
mage et peut-être obtenir une place à l'académie. Bon, j'en dis pas plus parce que ça peut être assez spoilant. Bon, il a l'air pas mal, donc j'étais vraiment très contente de le recevoir, celui-ci. Sous l'humaine, je ne reçois pas de service de presse, donc c'est super. Au mois de février, vont sortir deux romans dans deux maisons d'édition différentes de Sarah Besders, qui avait écrit La petite boutique de sortilèges, qui était sortie chez Bragelonne l'année dernière, qui était de la cozy fantasy que j'ai vraiment adoré. J'avais une petite crainte avec ce livre, c'est-à-dire que c'est de la cozy fantasy, voilà, vous n'avez pas un world building de fou, il n'y a pas voilà, 36 000 personnages à retenir. Et j'avais peur de ne pas en retenir grand-chose. Et même si j'ai encore une fois oublié les noms des protagonistes, je me souviens bien de l'histoire. Et j'en suis vraiment contente parce que j'avais peur que, voilà, comme c'est une lecture quand même assez doudou, j'avais peur de ne pas en retenir grand-chose. Et en fait, j'ai bien retenu. Et voilà, donc je suis super contente que là, il y ait deux sorties ce mois-ci. Alors, la première sera chez Verso, bizarrement, alors que la petite boutique de sortilèges était sortie chez Bragelonne. Et l'autre aussi est sortie chez Bragelonne. Mais là, c'est chez Verso, ce sont les oubliés de Greenboro. Donc là, on est dans un truc assez particulier, mais j'avoue que ça me tente. Puis j'avais tellement aimé la petite boutique de sortilèges que, bon, pareil, il va aller en wishlist. Une malédiction qui touche toutes les femmes de la famille d'Elisa la condamne à se transformer en arbre si elle s'établit durablement en un lieu. Quand elle échoue à Greenboro, où des forces mystérieuses empêchent les habitants de partir, le sort qui touche cette petite ville du Massachusetts risque de la condamner, évidemment. Pour survivre, elle doit percer à jour les secrets qui l'entourent. Alors, je ne sais pas si on va être dans quelque chose de cosy aussi, malgré tout. Je ne sais pas trop, même si ça se passe apparemment à notre époque et dans un état qui existe vraiment. Mais bon, je vais attendre un petit peu parce que voilà, j'ai reçu l'autre en service de presse de la part des éditions Bragelonne, mais j'avoue que je suis très tentée. Les prochains dont je vais vous parler, j'étais un petit peu deck sur ces livres-là. Mais voilà, ils vont sortir aussi au mois de février, notamment, alors c'est la collection OLM, je sais pas, je suis allée voir sur internet, j'ai pas trouvé, enfin c'est pas une collection, c'est une maison d'édition, donc je sais pas si elle est rattachée à une autre maison d'édition, mais ce sont en fait, il y a plusieurs webtoons que je lis qui sont en fait des adaptations de romans. Et là, on va avoir 3 sorties. Ah là, j'en ai sorti que 2, moi. Ouais, j'en ai sorti que 2. Et j'ai lu ou j'ai commencé à lire ces webtoons. Et là, ils vont nous faire la sortie roman chez OML. Et j'ai eu un mail de la part de la masse critique Babelio me proposant justement parmi ces 3 sorties romans. Donc à la base, ce sont des romans qui ont ensuite été adaptés en webtoon. Voilà, et sur les 3, il y en a 2 qui me tentaient, et malheureusement, le mail, je l'ai reçu à 11h38. J'y ai répondu, je pense, aux alentours de 14h. Les 2 qui m'intéressaient, c'était déjà clos au niveau des participations, tellement il y a eu de demandes. Donc je suis un peu deg. Après, je ne sais pas, j'ai demandé quand même le 3e. Je ne sais pas si je vais être prise parce qu'on est vraiment plus dans de la romance, mais j'avais tellement aimé ces 2 webtoons dont je vais vous parler que, évidemment, ça me tentait. Le tout premier, c'est Under the Oak Tree, hein, où on suit une jeune fille, voilà, elle est noble, mais elle bégaye et bon, je pense que certainement à cause de voilà, sa famille qui l'a maltraitée alors qu'elle est de naissance noble. C'est pas une fille illégitime ni rien, mais son père est un homme très très dur et elle a un bégaiement, elle est vraiment pas sûre d'elle et son père, pour un peu se débarrasser d'elle, il la marie à un simple chevalier. Voilà, donc vous avez, il se marie, la nuit de noces, donc j'ai lu le tome 1 pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis en format webtoon, je pense qu'on peut les trouver sur une plateforme aussi, mais moi je les avais lus, je les avais achetés directement en papier, parce que je préfère le papier, voilà, j'aime beaucoup, alors c'est un monde imaginaire, mais c'est tout, voilà, c'est là que je me dis, on voit que je lis beaucoup de romances avant, parce que de temps en temps j'y reviens. J'avais fait rire quelqu'un sur Bookstagram, mais gentiment, qui m'a dit, je reviens pas que t'aies lu ça, mais j'ai dit, si, mais j'adore le côté mignon, le côté, voilà, c'est cette fille qui n'est absolument pas sûre d'elle, alors qu'on sent que bah, le jeune homme, lui, a des sentiments, mais même s'il ne les dit pas clairement, mais voilà, ça me plaît beaucoup. Et le tome 3 va sortir bientôt, où il est sorti, je ne sais plus. Bon, j'ai les 2 premiers tomes, et voilà, et donc, elle épouse ce simple chevalier, sauf que lui part tout de suite à la guerre, et durant cette guerre, il revient victorieux, donc l'empereur lui donne des titres et surtout des terres, donc il devient un homme très riche, et surtout il veut récupérer sa femme. Ouais, elle n'est pas sûre qu'il veuille la récupérer, elle se dit, bon, bah, maintenant qu'il est très riche, que s'il est anobli, il va demander une autre épouse. Moi je suis une véritable gourde, on ne le dit pas en ces termes, mais c'est ce qu'elle pense, et voilà, et on sent que lui a des sentiments, d'autres choses. Alors je ne vous ai pas donné le nom de l'autrice, c'est Suji et Kim.
Voilà. Donc bon, bah du coup, je peux faire une croix dessus au niveau de la masse critique Babylon, mais encore une fois, je suis pas sûre que j'aurais été prise parce que la romance, c'est pas ce qui ressort le plus sur mon compte Instagram. Mais voilà. Et pareil, celui-ci, je l'ai lu sur je ne sais plus quelle plateforme. Il manquait vraiment que quelques épisodes pour le finir et la plateforme a fermé. C'était peut-être Pocket Comics, la plateforme a fermé. Voilà, mais j'aurais bien lu le roman, alors à voir. Je sais pas combien il coûte ces romans. C'est pareil, c'est toujours chez OML. Ça sortira le 6 février et c'est Marry My Husband de Sung Sojak. Là, par contre, ça se passe à notre époque. Nous avons une jeune femme qui est mariée, très amoureuse, mais malheureusement, elle est très malade et elle sait qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Elle va mourir. On la découvre au début de l'histoire à l'hôpital. Et elle se dit, quitte à mourir, je veux passer mes derniers instants chez moi, voir mon mari. Et quand elle arrive dans son appart, alors déjà, elle prend un taxi, elle rencontre un homme qui a des messages un peu sibyllins, un peu étranges envers elle. Et quand elle arrive dans l'appart, évidemment, elle découvre son mari avec sa meilleure amie au lit. Ils ne sont pas en train de jouer au Scrabble, malheureusement. Et donc elle s'énerve, son mari s'énerve, il la pousse, elle se cogne la tête contre la table, contre une table, un meuble, et elle meurt. Elle est déjà très affaiblie par la maladie, elle meurt. Et elle va pouvoir revenir dans le passé et du coup vouloir changer ce passé. J'avais beaucoup aimé parce qu'on part sur, encore une fois sur une héroïne qui est gentille comme tout. On voit son passé, elle n'a pas eu un passé très simple. Sa mère les a abandonnés, elle et son père. Son père était un homme aimant, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et c'est quelqu'un de vraiment bon et généreux. Et elle mérite vraiment pas ça, que son salopio de mari lui fasse ça, pour pas dire autre chose. Et sa meilleure amie aussi, qui est des meilleures amies comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. Voilà. Et elle se retrouve, alors elle travaille pour une société assez importante, où travaille aussi sa meilleure amie. Je crois que c'est elle d'ailleurs qui a aidé sa meilleure amie à rentrer dans cette société. Et où travaille aussi celui qui va devenir son futur mari, sauf que maintenant elle sait tout ce qui va se passer. Et cerise sur le gâteau, le PDG est un homme très riche, mais surtout plutôt jeune et plutôt bien fait de sa personne, donc ça ne gâche rien, donc vous vous doutez qu'il va y avoir des histoires. Moi, j'ai aimé beaucoup la partie, effectivement, vengeance. Alors, c'est pas trop cringe au niveau de la vengeance, il n'y a pas des choses, c'est pas très sombre, c'est pas... Mais elle remet l'église au milieu du village, elle se rend compte que sa meilleure amie, voilà, draguer son mari dans le futur n'est pas la seule crasse qu'elle lui a faite, il y a eu d'autres choses aussi. Voilà, on va voir aussi un début de relation avec son méga boss super craquant. Et on se dit, ça fait du bien, un petit peu de justice quoi, pour cette pauvre jeune fille qui est morte très jeune, voilà, qui était très malade et qui a été si méchamment trahie. J'avoue que celui-là me tentait beaucoup aussi, mais on verra bien. Le 11 février va sortir une intégrale chez Bragelonne, Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh. Alors c'est vrai que la couverture peut faire penser à de la romantasy, ça n'en est pas. Fiona McIntosh, c'est plutôt de la high fantasy ou de l'heroic fantasy. J'ai regardé, donc comme c'est une intégrale, ça fait plus de 1000 pages. Voilà, je sais pas, je l'ai demandé à Bragelonne, mais je ne sais pas si je vais le recevoir ou pas. Bon, je me suis laissée, j'avais dit de me calmer un petit peu parce que maintenant Bragelonne c'est à la demande. Voilà, ils m'ont déjà envoyé un livre, ils doivent encore m'en envoyer 2 autres que j'ai demandé, que j'ai pas encore reçu d'ailleurs pourtant. Enfin, des fois ils sont pas très en avance sur les envois. Ça en ferait 4 et celui-ci est une brique. Je me dis je pourrais le diviser, je pense que ça devait être une trilogie à la base, mais bon. À voir, bon, sinon, au pire, enfin non, j'allais dire au pire, je vais l'acheter, mais non, il n'est pas donné, il est à 30 € parce que c'est une intégrale grand format. Donc après, je pense que vous pouvez trouver, pareil, d'occasion, voilà, je pense que c'est une trilogie, oui c'est ça, c'est une trilogie. Donc je pense que c'est possible de la trouver d'occasion. D'ailleurs, je suis en train de me demander, j'ai les titres des 3, le tome 1 c'est le don, le tome 2 le sang, et le tome 3 c'est l'âme. C'est sorti en 2006, 2007, 2008. Je me demande s'il n'y en a pas un que j'aurais dans ma pile à lire, que j'avais acheté d'occasion. C'est une question à se poser. Je m'en rends compte juste maintenant. Bon, bah, je verrai, parce qu'à ce moment-là, donc, je pense qu'ils sont trouvables, voilà, d'occasion au pire. Donc là, c'est la série complète. Bon, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de résumé, en fait. Ah si, en dessous. Il y a des phrases de Robin Hobb, voilà, il y a 2 phrases de Robin Hobb. Vous savez qu'ils aiment bien mettre des auteurs comme ça en avant. Tous les livres thrillers domestiques qui sortent en ce moment, il y a Freda McFadden qui est en bandeau dessus. Ben, voilà, là c'est pareil, là c'est Robin Hobb.
Alors là, nous suivons le jeune Will Tursk qui était loin de se douter des conséquences de son geste lorsqu'il a voulu aider une sorcière condamnée au bûcher. Car sa bonté lui aura rapporté pour récompense un don miraculeux, véritable arme dont il ne soupçonne même pas encore l'existence, mais qui pourrait bien lui être fort utile dans la lutte qu'il oppose contre son seigneur et maître, le cruel prince Sélimus, qui ne cherche qu'à se débarrasser de livres. Si Will n'embrasse pas le dernier souffle, il pourrait bien signer sa perte, et avec elle celle du pays qu'il a juré de défendre. J'aime bien parce que sur la couverture, on voit une jeune femme, on voit comme un couple. Alors je pense qu'il va y avoir certainement une héroïne dedans aussi, mais vous voyez, quand vous lisez le résumé, vous n'avez pas cette impression-là, donc c'est pas mal. Donc, voilà celui que j'ai reçu de la part des éditions Bragelonne qui sortira le 11 février. Voilà, de Sarah Besters, qui est L'île au jardin enchanté. Donc arrêtons-nous quelques instants sur la beauté de la couverture. Avec les petits chats volants. Voilà. Il y avait aussi des chats volants dans la petite boutique de sortilège. C'est dans le même univers que la petite boutique au sortilège. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que vous ayez lu d'ailleurs la petite boutique de sortilège. Puis voilà, vous avez encore. Il y avait encore des pots de confiture, tout ça. Il est trop beau. Voilà, je suis super. Je n'étais pas sûre qu'ils allaient me l'envoyer, mais je suis trop contente. Les mots ont leur importance. Les bons mots peuvent réparer du verre brisé et des coups et des cœurs, des familles, des vies. C'est ce qui est noté au début. C'est très beau. En fait, on va, pour ceux qui ont lu la petite boutique de sortilège ou qui en ont entendu parler, l'héroïne a avec elle une plante qui est capable de penser. Je n'arrive pas à prononcer le mot exact pour dire ça, donc je vais éviter de le prononcer. Elle a avec elle une plante qui est capable de penser, je vous jure, on est obligé de rigoler avec cette plante qui est pleine de sagesse en fait et qui pousse l'héroïne dans la petite boutique de sortilège à se bouger un petit peu le fion plutôt que d'attendre la mort et de faire quelque chose. Voilà, c'est une plante qui est super. Et cette plante a été créée par une sorcière. Or, il était interdit aux sorcières de créer ce genre de plante, de faire ça. Et la sorcière qui l'a créée, pour punition, a été transformée en statue de pierre. Et c'est l'histoire de cette sorcière que nous allons retrouver ici. Et donc, on la retrouve alors qu'elle a été changée en statue de pierre. Et d'un seul coup, elle n'est plus une statue de pierre, elle se réveille. Parce qu'elle se sentait seule, Terlus s'est servi illégalement de magie pour créer une plante, je vais dire pensante, c'est le plus simple. En guise de punition, elle se voit changer en statue de bois jusqu'au jour où elle se réveille en plein hiver, affamée et gelée, sur une île lointaine abritant des centaines de cerfs magiques et avec pour seul habitant un jardinier grincheux. Il lui offre pourtant le gîte, des vêtements propres et des gâteaux au miel tout frais. Ah mais ce sont des pots de miel, c'est pas des confitures parce que dans le précédent, c'est de la confiture. Du moins jusqu'à qu'elle soit prête à reprendre la mer. Mais Terlu ne peut pas rentrer chez elle et n'en a d'ailleurs aucune envie. Toutes plus merveilleuses les unes que les autres, ces cerfs sont un rêve devenu réalité. Lorsqu'elle apprend que la magie qui les préserve est en train de disparaître, la jeune femme sait qu'elle doit agir, quitte à enfreindre de nouveau la loi. Voilà, donc c'est super vraiment qu'on retrouve ce personnage. J'étais un peu triste pour cette malheureuse sorcière qui a créé cette plante tout simplement génial, et voilà, qu'elle a été transformée en statue, donc je pense qu'on va retrouver la même, sauf qu'on est dans une ambiance un petit peu plus hivernale. Bon, ça tombe bien, on est toujours en hiver. Voilà, à savoir aussi que dans la petite boutique de sortilège, ça commence avec un coup d'état, c'est-à-dire que le roi qui est en place est défait par les rebelles, ce qui pousse l'héroïne, je vous spoil pas, c'est marqué dans la 4e de couverture, ce qui pousse l'héroïne qui est bibliothécaire, qui est bien tranquille dans sa bibliothèque, à devoir fuir sa bibliothèque chérie. Voilà, et elle emporte avec elle des ouvrages, notamment des livres de sortilège. Voilà. Donc là, c'est pareil, je pense que du coup, elle ne peut pas retourner chez elle parce qu'elle a été condamnée. Et en même temps, c'est un peu le bazar vu que c'est les rebelles qui ont pris le pouvoir et la situation politique est un peu compliquée. Mais le world building est vraiment très simple. C'est de la cosy. J'ai adoré. Donc j'ai hâte de le lire. Le 11 février va sortir chez Rivage dans la collection noire, enfin pas un nouveau roman puisque l'autrice est décédée, peut-être qu'il y a moyen de le trouver aussi d'occasion, du coup celui-là, Le Nid de Shirley Jackson. Voilà. Moi c'est une autrice que j'aime bien, j'ai beaucoup aimé La Maison Hantée, j'ai beaucoup aimé Nous avons toujours vécu au château. Alors ne vous attendez pas à de l'horreur, à des trucs qui vont vraiment vous faire sauter au plafond, vous faire dresser les cheveux sur la tête, c'est, je vais dire, peut-être plus subtil que ça. Nous avons toujours vécu au château, il n'y a pas de fantastique par exemple. C'est plus sur l'aspect psychologique en fait qu'elle joue, sur les émotions des personnages, sur la psychologie des personnages, notamment dans La Maison Hantée. C'est très très bien fait, moi j'ai beaucoup aimé les deux personnages féminins.
comment elle les met un peu en opposition tout en faisant d'elles des amies parce qu'elles ont des caractères diamétralement opposés. Il faut savoir aussi que dans ces deux romans dont je vous ai parlé, que j'ai lus, vous avez pas toutes les réponses, vous avez des sortes de fins ouvertes. Voilà, il y a un aspect assez gothique. Et dans le gothique, il faut s'attendre à ne pas avoir toutes les réponses et avoir des fins qui ne sont pas vraiment des fins. Donc voilà, ne vous attendez pas voilà, voilà, à des choses qui vont vous faire dresser des choses sur la tête, vous allez être déçus. Après, l'écriture de l'autrice est vraiment très prenante. J'aime beaucoup la façon dont elle travaille la psychologie de ses personnages. Donc, ça me tente. Alors, par contre, je crois que chez Rivage, ils ne sont pas donnés les livres grand format. Donc, ce sera peut-être pas pour tout de suite. On verra, mais je trouve la couverture très belle en plus. Et puis, j'aime bien leur... en fait, selon le style de livre qu'ils sortent, ils ont vraiment voilà, une ligne éditoriale qui est la même. Et bon, c'est beau, quoi, c'est sympa. Je vous lis quand même le résumé. Elisabeth Richmond, 23 ans, vit avec sa tante Morgane, femme peu aimante, et travaille comme secrétaire dans un musée où elle s'ennuie ferme. Cette vie morne pourrait continuer ainsi, mais la jeune fille commence à souffrir d'intenses migraines et sa tante l'envoie consulter un médecin, puis un psychiatre qui pratique l'hypnose, le docteur Vrai. Peu à peu, Elisabeth sent surgir en elle des personnalités vampires, entre guillemets vampires. Elle devient tour à tour Betsy, Bess, Lizzie, et la réalité se fait de plus en plus fluctuante. Voilà, donc on va être, je pense, dans une sorte de folie, peut-être, ou peut-être de fantastique, peut-être que le docteur Vrai n'est pas un véritable docteur, je ne sais pas trop, mais voilà, ça me fait penser à des histoires de folie, et j'avoue que rien que pour ça, ça me tente énormément. Le 12 février va sortir enfin le tome 2 de Snow Globe Haute Tension, alors de So-Young Park, ce sera chez Nathan. Donc je pense que c'est le 12, oui, je pense que il m'avait proposé le premier volume en partenariat l'année dernière, j'avais eu en tout début d'année, en janvier. J'avais reçu une belle box d'ailleurs et voilà, donc de temps en temps je vais leur demander un livre et là j'avoue que j'ai vraiment hâte de lire la suite. On est dans un monde post-apocalyptique, je vais pas lire le résumé du 2 pour ne spoiler personne. On est dans un monde post-apocalyptique, bon on est, je sais plus l'autrice, je ne sais plus de quelle origine elle est, parce qu'elle peut être anglophone, hein, mais je ne sais plus. Mais voilà, on suit une jeune fille. Alors par contre, le nom de l'héroïne, ce serait bien que je l'ai. Shobham, voilà, c'est ça, Shobham. On est dans un monde post-apocalyptique où le froid a tout recouvert. Donc les gens vivent à plusieurs, enfin les plus pauvres vivent à plusieurs dans des maisons. Shobham vit avec... son père est décédé, je crois, avec sa mère, son frère, sa grand-mère, voilà. Et la vie est très dure, il fait très froid. Et ils vont travailler. Alors, leur travail consiste à, vous voyez, comme les hamsters dans leur petit trou, voilà, à créer de l'énergie, de l'électricité en courant dans ces roues. Et ça permet, alors, pour les gens d'avoir de l'électricité, d'avoir la télé, parce que la télé joue un rôle important puisque par le biais de la télé, vous pouvez accéder à une émission de télé-réalité qui doit s'appeler Snow Globe, si je me souviens bien. Et là, Snow Globe, c'est le rêve pour tout le monde, puisque ce sont des gens, alors ils sont filmés H24, 7 jours sur 7, mais ils vivent dans un dôme qui est chauffé, vous avez tout le confort matériel, vous avez tous les soins médicaux à disposition, donc c'est le rêve. Sauf que vous êtes filmé tout le temps et il y a des gens qui sont voilà, des vedettes. Alors il y a des séries différentes, hein. On suit des, voilà, des gens qui jouent des personnages, hein. Comment être soi quand on est sans arrêt filmé. Voilà, il y a plusieurs émissions différentes. Et puis, il y en a une qui plaît beaucoup, où on a une jeune fille qu'on suit qui est née sous ce dôme, sous Snow Globe, qu'on suit depuis sa naissance. Et notre héroïne, Shobham, lui ressemble étrangement, jusqu'au jour où la productrice de cette série vient la voir en disant, bah, encore une fois, je ne vous spoil pas, c'est la 4e de couverture du tome 1, cette jeune fille qui est une véritable vedette s'est suicidée et comme Shobham lui ressemble, bah, ce serait bien qu'elle intègre voilà, Snow Globe. Alors Shobham, elle est très intéressée, à la base elle veut être réalisatrice, scénariste, productrice d'une de ses émissions, elle ne veut pas être comédienne, mais la réalisatrice qu'elle rencontre lui promet qu'elle lui ouvrira les portes de l'école, qui lui permettra de devenir réalisatrice à son tour. Voilà, c'est... Donc, elle intègre Snow Globe.
c'est quand même assez dur parce qu'il y a un moment aussi où Shobham rencontre une ex-vedette de Snow Globe qui ne vit plus à Snow Globe et qui est détestée parce qu'on l'a obligée à jouer le rôle d'une tueuse, mais d'une vraie tueuse. Voilà, c'est très dur, hein, et on se dit que tout va être factice, tout est faux, vous êtes filmé tout le temps, enfin voilà. Et bien sûr, elle va découvrir de sombres secrets derrière tout ça. C'était vraiment, voilà, c'était le monde imaginé était vraiment très intéressant, ce côté où voilà, tout est recouvert de glace, et puis ces gens qui semblent vivre une vie rêvée sur ce globe, mais qui en fait bah, n'ont aucune intimité, c'est terrible. Et ceux qui sont dans Snow Globe espèrent aussi monter les échelons, ne pas avoir que des rôles de figurants. Ce figurant, c'est rien. Enfin, voilà, il y a toute une hiérarchie sociale aussi. C'est vraiment prenant. C'est du young adulte, hein, mais bon, tout ça se lit très bien. C'était un véritable page turner et j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc voilà, je pense que j'irai peut-être le demander quand même à Nathan du coup. Alors, le 12 février va sortir aussi. Alors, Alter Real, c'est rare que je mette des livres de cette maison d'édition, mais j'avoue que celui-ci me tentait bien. C'est La Cité des Dieux, tome 1, La prêtresse d'Égypte. Alors, Emmat est une prêtresse qui consacre sa vie à les servir. Passée maîtresse dans l'art de l'embaumement, elle mène une existence recluse dans le temple de Sinopolis. Elle connaît bien la loi qui lui interdit de sortir, mais chaque nuit, elle quitte sa prison dorée pour goûter à la liberté des citoyens ordinaires. Jusqu'au soir où sa route croise celle d'un inconnu, Anne. Sous cette identité qui lui permet d'évoluer parmi les mortels se cache en fait Anubis, le dieu des morts en personne. Cette simple humaine interpelle ce dieu. Comment ose-t-elle défier la loi divine? Comment ose-t-elle le défier lui? Lorsque le secret des maths éclate au grand jour, elle doit fuir, c'est une question de survie. Anubis se lance à sa recherche pour la punir, mais quand il la retrouve, elle refuse de rentrer au temple. Elle hait les lois divines, il les incarne. Elle l'obsède, il l'exaspère alors qu'il devrait la terrifier. Et quand une menace bien plus grande vient bouleverser l'équilibre de leur monde respectif, ils doivent apprendre à se faire confiance pour survivre. Donc clairement, on va être dans de la romantaisie. Mais on est chez les dieux égyptiens. Donc vous savez que moi, tout ce qui est mythologie, ça m'intéresse toujours. Anubis, bon, je suppose qu'on ne va pas le voir sous forme de chacal, là, dans ce roman. Voilà, est un dieu quand même, voilà, c'est le dieu des morts. Il est représenté voilà, sous les traits d'un chacal. Il a quelque chose d'assez fascinant, ce dieu quand même, voilà, la mort. Donc, je vous avoue que oui, j'ai été faible, je l'ai mis dans la liste. Il me tente beaucoup. Alors par contre, ce qui est casse-pied, c'est que c'est encore un Thomas et bon, ça fait toujours mille et une saga à commencer, mais bon, on verra bien. Enfin, normalement, parce que j'y viens normalement, parce qu'avec Bookmark, on ne sait jamais exactement quand les livres sortent. Des fois, ils les sortent avant, en e-book, ils annoncent la sortie papier et c'est décalé. Voilà, j'ai 2 séries comme ça où j'attends, voilà, c'est dans ma wishlist et jamais j'ai la date de sortie. Il y en a un qui devait, c'est le The Witch Walker, qui devait sortir l'année dernière. Ils avaient repoussé la sortie, c'était le tome 3. La sortie à septembre. Bon, j'ai pas encore lu le tome 2, donc il n'y a pas d'urgence. Ils ont pensé la sortie à septembre. Là, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles, donc je ne sais pas. Mais là, c'est un autre, c'est le tome 4 des Couronnes de Nyaxia. À savoir que j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle, que je ne les ai pas encore lus. En plus, voilà, les 2 premiers, alors je me les suis achetés ou est-ce qu'on me les a offerts? Je me souviens que le tome 3, c'est Elodie de la chaîne Grille de la lectrice qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Je la remercie d'ailleurs pour ce magnifique cadeau, parce que ils sont très beaux les bookmarks reliés collector, mais ils ne sont pas donnés. Voilà, et les 2 premiers, alors soit c'est peut-être mon mari qui me les avait offerts pour Noël, je sais pas, je sais plus, je suis pas sûre que j'en ai, non, je crois que je les ai eu tous les 3 en cadeau en fait. Mais ce serait peut-être bien à un moment ou à un autre que, mais j'ai commencé The Witch Walker, mais ce serait pas mal que je commence quand même un de ces 4. Voilà, donc normalement sort enfin ce tome 4, alors c'est Les âmes damnées et le baiser du crépuscule. Bah, du coup, je ne sais pas si je vais vous refaire. Je me souviens qu'on est, parce que du coup, ça, je ne vais pas vous lire le résumé du tome 4. Je vais vous spoiler, mais je vais me spoiler moi aussi. Je me souviens qu'on est dans une histoire de vampire et on a une jeune fille qui vit parmi les vampires, mais elle est humaine. Elle va devoir passer des épreuves. J'en sais pas plus. Je veux pas en savoir plus, surtout là, c'est déjà le tome 4. Mais voilà, c'est tentant. Et alors, par contre, je ne sais pas, parce que les 2 premiers tomes sont plutôt dans des tons rouge-rose, et les 2 suivants sont dans des tons bleus. Alors, est-ce qu'on va changer de personnage? Il faut c'est ça, ça se passe dans le même univers, mais on ne suit pas les mêmes personnages. J'avoue que je ne sais plus, ça ne m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Le 18 février, c'est pareil, c'est pas une maison d'édition que je mets souvent, parce que c'est beaucoup de la romantaisie, mais ça m'a donné envie.
Donc ça sortira chez Corrigan, c'est La Cour des Corbeaux, encore un tome 1, Le Serment des Ailes Noires, et c'est de Liv Zander. J'avoue, le résumé m'a furieusement fait penser à La Disciple des Corbeaux, qui est sortie chez Bragelonne l'an dernier. Ça fait vraiment penser à ça. Après, je ne sais pas si ça va y coller ou pas. Perchés entre les branches et les ombres, nous observons, nous complotons, nous nous battons pour un royaume oublié et abandonné. Jusqu'à ce que nous l'arrachions avec nos griffes, notre prisonnière, notre pion, notre jouet. Elle est innocente et pure, fragile et sans défense, mais tellement coupable par le sang. Elle nous traite de bêtes, méchantes et maléfiques, vicieuses et cruelles. Nous sommes tous cela et pire encore. L'un d'entre nous lui offre un abri sous ses ailes, murmurant des promesses de plaisir à la recherche de la rédemption. L'autre aspire à la briser en 1000 morceaux, lui murmurant des promesses de douleur à la recherche de vengeance. Prisonnière entre nos plumes, elle endure nos désirs dérangés, nos secrets, nos mensonges, nos plans tordus. Se rendra-t-elle à notre obscurité ou se battra-t-elle pour un destin qui lui échappe de plus en plus? Bienvenue à la cour des corbeaux, petite colombe. Bon, j'avoue que ça me tente parce que les corbeaux, voilà, sont des animaux qui sont assez fascinants, surtout quand on les met dans de la fantaisie. Ça me fait vraiment penser, parce que dans La Disciple des Corbeaux, vous avez ça aussi, vous avez les corbeaux qui représentent un dieu, qui sont dans l'ombre, et qui, pareil, ils parlent toujours de eux en utilisant le nous, en disant, voilà, ils sont toujours auprès de l'héroïne, en train de l'aider, ils veulent à tout prix qu'elle rejoigne leur clan, tout ça, et ça me fait un peu penser à ça, et j'avais tellement aimé La Disciple des Corbeaux, je me dis pourquoi pas. Vous pourrez voir peut-être le prix en brochet. Alors celui-ci, j'avais adoré le tome 1. Il sort le 18 février, ce sera chez Mnemos, c'est le Solstice des Ombres, tome 2, Les Voix de Canaë, de Benjamin Lupu, avec encore cette superbe couverture. La première était déjà magnifique. J'avais eu le tome 1 en service de presse numérique, donc je ne sais pas si je vais... Je sais pas. Je le demanderais bien en numérique à Bragelonne, mais je ne peux pas parce que je n'ai plus de... C'est vrai que j'ai ma liseuse. Chaque fois j'oublie, mais ma liseuse ne... Alors ma liseuse fonctionne, mais le problème c'est que mes enfants, mon mari, je ne sais pas qui en vacances, ont paumé le fil qui me permettait de télécharger les e-books. Je peux la recharger avec d'autres câbles que j'ai, il n'y a pas de souci. Mais je n'arrive pas à télécharger d'e-books, notamment avec le câble de mon téléphone portable. Je télécharge des photos par exemple. Ça ne fonctionne pas, il faut un câble spécial. Là, j'ai demandé l'autre jour chez Cultura et il m'a dit, en plus elle est vieille, elle date de 2019, donc il y a d'autres modèles. Donc je leur ai envoyé, il m'a dit de vous voir sur leur site, donc je leur ai envoyé un message par internet, mais ça date d'il y a 2 jours, donc j'ai pas de réponse. Est-ce que il y a des câbles, il faut faire attention que c'est pas un simple câble qu'il me faut, c'est un câble pour télécharger les e-books et parce que Mnemos m'avait proposé d'autres services de presse en e-book et j'ai pas pu les accepter puisque je n'avais plus de liseuse, enfin j'avais plus de téléchargeur, je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, j'aimerais bien, parce qu'elle fonctionne toujours ma liseuse, donc j'aimerais bien quand même pouvoir la réutiliser, mais je vois sur Amazon ils en proposent, mais je sais pas s'ils sont compatibles avec ma Vivlio, c'est une Vivlio, je sais pas. Donc du coup, pour l'instant, je suis en attente, je vais voir s'ils me répondent, parce que bon, ils mettent toujours 3 plombes à vous répondre. Donc je ne sais pas, je verrai bien. Par contre, de chez Mnemos, j'ai reçu une autre de leurs sorties qui sortira le 18 février. C'est Medium. Alors je ne sais pas si on prononce comme ça parce que vous avez une écriture un peu spéciale de René Zacariou qui a l'air pas mal du tout. C'est pareil, il me l'avait proposé. Je lui ai dit, écoutez, moi je veux bien, mais par contre j'ai plus de liseuse. Je lui ai dit, dites-moi si vous ne pouvez pas me l'envoyer en papier parce que c'est des maisons d'édition indépendantes et c'est pas toujours évident pour eux. Mais j'ai eu la surprise de le recevoir quand même par papier, donc vraiment merci à eux. Plus le pitch a l'air d'enfer. On dit que certains liens sont immuables et que l'oubli a toujours un prix. Data scientist, rationnel, allergique au... Je ne sais pas ce que ça veut dire data scientist. Je sais pas, scientifique, c'est vraiment rationnel, allergique aux prophéties comme aux souvenirs trop lourds. Moira n'a jamais cru au don de voyance de sa mère. Alors à sa mort, elle n'a plus qu'une obsession. Sceller à jamais la porte de l'agence de Medium qu'il a vu grandir. C'était sans compter sur un objet étrange abandonné là. À son contact, les sensations affluent. Des fragments du passé reviennent, précis, troublants, incontrôlables. Hallucination, malédiction. Lorsque surgit un duo énigmatique, un vieil homme au sourire démesuré accompagné d'une adolescente à la pâleur spectrale, les certitudes de Moira vacillent. Qui était réellement sa mère? Bon, c'est très particulier. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait la couverture. Elle est très belle aussi cette couverture.
Je sais pas si c'est le même que Benjamin Lucu. Je pense pas que ce soit tout à fait la même personne. Illustration Ebraël Lurcy. Elles sont vraiment magnifiques. Je regarde si la date est... Ouais, c'est bien le 18 février. Voilà, donc j'ai encore un petit peu de temps pour lire, mais merci beaucoup l'édition de Nemos. Ça m'a fait très plaisir de recevoir ce service de presse. Le 19 février va sortir le tome 2 de Contrer les brumes, Orgueil, la cité nomade, de Léa Muna chez Scrinéo. Alors, ce livre, en fait, j'ai reçu le tome 1, je suis abonnée à Bibi au coffre, et ils ont sorti le tome 1 en version reliée collector unique, c'est-à-dire que vous ne les trouvez pas, vous ne les trouverez jamais en librairie. Par contre, de temps en temps sur Vinted, il y en a qui les revendent, leurs livres comme ça de chez Bibi au coffre. Voilà, donc je l'ai reçu, bon, je ne l'ai pas encore lu, évidemment, pour ne pas changer. Voilà, et là, le tome 2 sort chez Scrinéo en version brochée normale. Mais j'ai reçu aussi un mail de Bibi au... Je m'étais dit, je reste abonnée à Bibi au coffre. Ils vont certainement sortir le tome 2. Il va arriver un de ces quatre, ça va être une surprise, parce qu'on ne sait jamais quel livre on va recevoir. Sauf que, ben non, c'est un hors-série, donc il fallait l'acheter en plus. Bon, je l'ai pris quand même, parce que je les veux dans la même édition. J'avais beaucoup aimé la première édition. J'espère que ça va me plaire, parce que du coup, bah, je paye plus cher. Tout ce Scrinéo, c'est quand même young adulte, donc les livres sont un petit peu moins chers que de l'adulte. Mais voilà, ceci dit, la couverture est quand même très belle, je trouve, de ce tome 1. On est dans une histoire où effectivement, il faut éviter à tout prix les brumes. Voilà, si vous êtes encerclé par les brumes, vous êtes fichu. Et on va suivre une jeune fille et un personnage assez étrange. Je ne me souviens plus trop, je n'ai pas voulu le résumé du tome 2 pour que personne ne soit spoilé. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air pas mal du tout. Le 19 février va sortir, bah c'est pareil, moi je l'ai découvert en webtoon, même si j'ai commencé à lire un petit peu sur une plateforme, j'ai acheté quasiment tous les tomes qui sont sortis en format papier, je ne les ai pas encore lus. Là, ils sortent le roman dont est inspiré le webtoon, c'est Seule la mort attend la vilaine. Là par contre, ça sort chez Kotoon. Et c'est de Guan Guiol, je dois prononcer absolument mal, mais voilà. Donc, Seule la mort attend la vilaine, vous avez une jeune fille qui vit à notre époque, qui est fan du jeu Seule la mort attend la vilaine. Voilà, vous avez des protagonistes, il faut faire gagner les gentils. Et elle se retrouve plongée dans ce monde, c'est un isekai en fait, hein, c'est la façon dont ils appellent ce genre. Sauf que dans le jeu, elle se retrouve dans le rôle de l'antagoniste, de la méchante de l'histoire. Donc, qui est amenée à mourir. Évidemment, ce sont les gentils garçons et la gentille jeune fille qui doivent gagner, pas elle. Donc, voilà, donc elle est un petit peu dans le bras-bras quand même, et elle va tout faire pour essayer de survivre. Alors, je crois qu'en webtoon, il y a peut-être déjà 8 tomes de sortie. Voilà, donc je me suis dit, je vais attendre. Pour voilà, les lire d'affilée. Puis en fait, je les ai toujours pas lus. J'ai lu, je vous dis, j'ai lu les premiers. Ça va être sur Dailytoon. Mais Dailytoon, vous avez 2-3 épisodes gratuits et après, c'est payant. Donc, il n'y a pas moyen de débloquer avec une pub. Et ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, je l'ai pris. Je l'avoue. Le roman, je sais pas. Je vais peut-être d'abord lire le webtoon avant de me précipiter sur le roman. Alors, celui-ci, ça m'intéresse bien qu'il sorte en poche parce que Jodie des livres de la crypte, on avait beaucoup parlé. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais comme je vous dis, à chaque fois, je n'ai pas le temps de lire les livres que j'emprunte à la bibliothèque. Donc, je les rends, je les redemande, je les rends. Là, je me dis, je vais peut-être me l'acheter en poche. C'est Mâchoire de Monica Ojeda. Donc, normalement, on est plus dans de l'horreur. Alors, c'est vrai qu'il faut se méfier parce que en France, on ne fait pas vraiment forcément des couvertures horrifiques, ou alors ça avec des couvertures de thrillers qui sont un petit peu, ouais, un peu sombres, un peu dérangeants, parfois un peu sanguinolentes, mais c'est pas forcément de l'horrifique. Et bah, il va falloir qu'ils se décident à faire des couvertures, voilà, qui parlent un petit peu plus pour qu'on sache qu'on est dans de l'horrifique. Parce que moi, je suis des gens, par exemple, qui ont pris des livres et qui s'attendaient à du thriller, mais pas de l'horrifique. Ils n'ont pas forcément apprécié de lire de l'horrifique dans leur lecture. Il y a quand même une différence entre un thriller et de l'horrifique, ou un thriller horrifique. Donc voilà. Mais celui-ci, Jodie l'avait plutôt vendu comme un livre d'horreur. Alors, par contre, je ne vous ai pas dit dans quelle maison d'édition ça sortait. C'est chez Folio. Ce jour-là, Clara avait compris que la peur, c'était comme être bannie à jamais de la chambre de sa mère. Fernanda, une lycéenne passionnée de littérature et de films d'horreur, se réveille pieds et poings liés dans une cabane au milieu de la forêt équatorienne.
Sa kidnappeuse n'est pas une inconnue. Il s'agit de sa professeure de lettres, Miss Clara, une femme hantée par le souvenir de sa mère et harcelée depuis des mois par ses élèves dans un établissement catholique de l'Opus Dei réservé aux élites de Guayaquil. Je ne sais pas ce que c'est Guayaquil, parce que c'est une partie de l'Équateur. Cet enlèvement les conséquences de cet enlèvement vont cependant se révéler bien inattendues et bien plus complexes qu'une simple vengeance. Thriller psychologique aux accents horrifiques, mâchoire dit avec éclat le vertige de l'adolescence, la cruauté des relations féminines et les injustices de la société équatorienne. Ah ça c'est que je ne me souvenais pas par contre qu'on allait avoir un regard justement sur la société équatorienne. Ça peut être très intéressant. Il est au prix de 10 euros, donc de toute façon c'est le prix d'un poche maintenant. Je ne sais pas combien de pages il fait, 400 pages. Un poche, 10 euros à 400 pages, il y a pire. Hein. Franchement là, on peut dire que ça va quand même. Je continue avec mes webtoons puisque va sortir le tome 4 de I Don't Trust My Twin le 19 février aux éditions Cotoon. Là, on est pareil dans un monde imaginaire. On suit deux jumelles. Il y en a une qui est malade, qui a des gros soucis de santé. Donc, elle a toujours été un petit peu mise sous cocon, protégée, surveillée, tandis que sa sœur, on lui a appris à gérer les affaires de la famille puisque c'est une famille très riche. Ils sont nobles, je crois quand même, mais commerçants, ce qui ne plaît pas forcément aux autres nobles parce que quand on est noble, on ne fait pas du commerce, mais ça permet à la famille d'avoir de l'argent. Elles ont été, leurs parents sont décédés quand elles étaient assez jeunes. Elles ont été élevées par leur grand-père qui était une crème. Et devenue jeune femme, l'une des... Alors je ne sais plus s'il y a les prénoms des jumelles. C'est Laurentia. Je suis plus sûre. C'est Laurentia et Hercia, mais je ne sais plus laquelle est l'héroïne. Donc l'une des deux découvre que son fiancé et sa sœur jumelle la trahissent, ont une relation ensemble. Et pareil, elle a le moyen de retourner dans le passé. Dans le passé, elle retrouve son grand-père qui entre-temps était décédé. Et surtout, elle va pouvoir... déjà, elle va écarter sa sœur. Elle va se méfier fortement de sa sœur. Même si elle ne comprend pas pourquoi sa sœur fait ça. Bon, je sais pas, je me dis, est-ce que c'est de la jalousie? Je sais pas trop. Et puis, elle va pouvoir envoyer promener son couillon de fiancé qui l'a allègrement trompé. Et en même temps, elle décide de se rapprocher d'un autre noble. Alors lui, c'est pareil, à la base, il est plutôt riche, mais il a pour mission de protéger les frontières du royaume et il y laisse beaucoup d'hommes. Voilà, il paye un lourd tribut en armes, mais aussi en être humain. Et l'empereur fait rien pour l'aider parce que l'empereur se dit, c'est un... Voilà, ce jeune homme a un... Je ne sais plus si c'est un duc, c'est peut-être un duc. Il a un duché très puissant. Pendant que je l'occupe à surveiller les frontières et qu'il est obligé de mettre de l'argent dans l'arme et dans les armes et voilà, de fournir beaucoup de soldats, il ne peut pas me faire de l'ombre. Donc tout ça, la jumelle qui s'occupe des affaires s'en rend compte et elle décide d'avoir une alliance avec lui. Alors il a la réputation, on ne l'a jamais vu avec une femme, donc il a la réputation de préférer les hommes. Bon, on se doute bien que c'est pas vrai, qu'il va certainement se lier quelque chose entre eux. Bon, de toute façon, je vous aurais mis la couverture, donc vous devinez un peu, mais on le sait aussi dans ce genre de webtoon, mais bon, c'est intéressant de voir un petit peu le développement de la romance et puis voir un petit peu aussi les coulisses du pouvoir. Moi, j'aime beaucoup voir comment ils vont réussir à s'en sortir. Et voilà, et puis, bon, moi, j'adore les dessins, voilà, style manga, manhwa, voilà, c'est toujours un plaisir de les feuilleter. Bon, là, on va passer... Alors, c'est pareil, celui-ci, j'hésitais à le prendre, et là, c'est bien parce qu'il sort en poche aussi. Donc, il sortira le 19 février aux éditions du 123. C'est de l'autre côté du miroir d'Édouard Brazé. Alors, nous sommes dans un coin reculé du Berry, Ariane Château. Et on a, j'ai encore du mal à lire encore une fois, un jeune homme qui obtient un emploi dans un hôpital psychiatrique. Une jeune femme, pardon, qui obtient un emploi dans un hôpital psychiatrique. Vous voyez l'ambiance, hôpital psychiatrique, dans un château un peu reculé. Voilà, moi, ça ne m'en fallait pas plus. Et j'avais lu une très bonne critique aussi sur Bookstagram. Donc, elle loue une chambre dans la demeure La Dérobade, nichée au cœur d'une forêt. Et dès son arrivée, je suis désolée, hein, le résumé est très mal écrit, donc je n'arrive pas à le relire. Dès son arrivée, elle a une impression de déjà-vu, notamment concernant un portrait d'enfant qui est accroché,
qui est accroché dans la demeure. Voilà. Et sa fille, ah ouais, elle n'est pas si jeune que ça, sa fille l'a rejoint pour les vacances. Et là, des tas d'événements étranges vont se passer dans cette demeure, notamment des bruits un peu chelous, tout ça. Donc, bon, moi, effectivement, c'est pile ce que j'aime. Alors, Édouard Brazé, j'avais lu Anonymous, que j'avais pas tellement aimé, donc c'est pour ça que j'avais hésité à l'acheter. Par contre, il avait écrit des encyclopédies autour du merveilleux, du fantastique. Bon, j'avais beaucoup aimé, mais c'était plus des livres encyclopédies sur des créatures extraordinaires. Voilà, j'avoue que voilà, je suis très tentée. Bon, en plus, là, en poche, je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Là, celui-là, je l'ai pris. Alors, je pense qu'on est plus dans du thriller. C'est pareil, je vous mets pas de thriller parce que, bah, voilà, allez voir la chaîne de Séverine, il est bien ce livre parce qu'elle fait quelque chose d'assez complet quand même. Et voilà, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur au niveau des thrillers. Mais il y en a quelques-uns parfois qui me tentent parce que je me demande si on va pas être un peu dans de l'horrifique, dans de la terreur, si on va pas être dans du fantastique, ou en tout cas être très voilà, sur la ligne entre le fantastique et le thriller. Du coup, j'en ai mis quelques-uns quand même. Là, le premier, c'est Le Diable est dans la place, aux éditions Terre de France, c'est de Patrice Pélissier. Alors, en 1999, sur les routes du Berry, un jour de tempête, les prieurs ont un grave accident de voiture. Le père meurt sur le coup, son épouse est grièvement blessée, leur fille d'à peine 10 ans, Elisabeth, est en état de choc. 25 ans plus tard, Elisabeth retourne dans la maison de son enfance, le domaine des Arceaux. Elle n'a pas oublié cette voisine Nelly qui des années durant les a harcelés, ses parents et elle, pour les chasser de leur propriété. Et c'est comme ça en fait, c'est quand voilà, cette bonne femme les a forcés à fuir un peu leur propriété. Ils sont partis en pleine nuit, c'est là qu'ils ont eu leur accident. Donc évidemment, elle a un petit peu la haine. Leur nuit était hantée par une silhouette fantomatique à la tête arborant des bois de serre qui les terrorisait jusqu'au drame. Elisabeth a grandi avec des ressentiments puis de la haine. Est-ce enfin le moment pour elle d'accomplir sa vengeance? À l'ombre des bois, un suspense sombre, prenant et mystérieux. Donc je suis pas sûre qu'il va y avoir du fantastique, je sais pas. Puis alors, ce genre de couverture avec des têtes de cerf, moi, ça marche à tous les coups. Hein. Je suis bon public pour ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, c'est pareil. On va être dans du thriller un peu horrifique, peut-être fantastique. C'est Dans la forêt du croque-mitaine de Ivar Léon Menger. Ça sortira aussi le 19 février aux éditions Pocket. Alors, par contre, j'ai lu La Maison du Lac de cet auteur que j'avais pas aimé plus que ça. Donc, c'est pareil, j'hésite un petit peu, mais le pitch en tout cas est très tentant. Mai 1986, le petit village allemand de Katzenbrunn est en proie à une vive émotion après la disparition d'un garçon de 13 ans à la fête foraine. Inspecteur criminel à la retraite, Hans J. Stahl décide de s'installer dans la pension locale pour mener sa propre enquête et qui sait trouver assez d'éléments pour ouvrir toute une série de cold cases. Car ce n'est pas la première fois qu'un enfant disparaît dans cette petite communauté boisée de l'Odenwald. Et bien que le croque-mitaine n'ait plus sévi depuis 10 ans, Stahl est convaincu que cette nouvelle affaire porte sa marque. Alors que tous les regards se tournent vers la clinique psychiatrique installée en bordure de forêt, pour l'inspecteur Stahl commence une intense et imprévisible partie de Cluedo dans ce village où chacun cache de sombres secrets. Voilà, donc on est dans du cold case, on est encore parlé d'hôpital psychiatrique, j'ai eu 2 avec des hôpitaux psychiatriques, moi j'adore. Voilà, disparition, un mystérieux tueur appelé le croque-mitaine qui, voilà, j'avoue que tout me tente. Alors, je vous dis, j'ai pas trop aimé son précédent roman, bon, à voir, je sais pas. Bon, après, c'est du poche, donc pourquoi pas, on verra bien. Celui-ci, c'est pareil, j'hésitais à l'acheter. Ça sort un peu de tout ce qui est SFFF, mais le sujet m'intéressait pas mal. En plus, c'est une histoire vraie, et là, c'est pareil, ça sort en poche chez 10-18. C'est le glouton pardon, de A.K. Blackmore, et ça sortira aussi le 19 février. On suit un jeune homme durant la Révolution française et qui a tendance à tout avaler. Il avale tout et n'importe quoi. Il va même avaler des êtres humains. Hein. Donc, quand même. Alors, Sœur Perpétue doit veiller sur un patient à propos duquel courent de glaçantes rumeurs. En proie à une faim dévorante et insatiable, Tarare aurait englouti toutes sortes d'objets et de créatures mortes ou vivantes. Celui qui fut un jour un petit garçon candide au grand cœur a croisé sur les routes d'une France en pleine révolution des hommes qui n'ont pas hésité à instrumentaliser son formidable appétit pour leur propre profit ou par curiosité malsaine. Attaché à son lit ou sous haute surveillance, telle une bête dangereuse, Tarare confie son histoire à la jeune nonne. Voilà, donc c'est inspiré d'une histoire vraie, ça se veut une fable politique, voilà.
ou résonance contemporaine multiple, ouais, parce que ce jeune garçon, apparemment, il avait peut-être pas forcément ce problème à la base et il est tombé sur les mauvaises personnes qui l'ont utilisé. Est-ce qu'il a vraiment mangé des personnes vivantes ou des, voilà, ou des êtres vivants, des animaux? Je sais pas, mais bon, le fait que ce soit inspiré d'une histoire vraie, j'avoue que, effectivement, encore une fois, ça m'attire fortement. On va passer dans quelque chose de plus doux maintenant. Le 19 février sortira aux éditions Château d'Âme Rosebridge Academy de Amira Benbeka Rekal, qui avait déjà écrit le tableau du Hampshire, qui était un bonbon. Voilà, c'était de la romance. C'était une jeune femme qui travaillait dans un musée, qui adorait un tableau représentant un jeune homme qui vivait sous la régence anglaise. Ça devait être sous la régence, je pense. Donc à peu près à l'époque de Jane Austen. Et elle se retrouve propulsée dans ce tableau. Voilà, c'est des lectures détentes, des lectures doudou. Et de temps en temps, entre deux lectures sombres, ça fait du bien. Donc là, vous voyez à la couverture que ça va être encore, je pense, quelque chose d'assez doux, avec de la romance. Alors par contre, c'est pas gnangnan et vous n'avez pas, voilà, sur le tableau du Hampshire, j'avoue que je ne m'attendais pas à cette fin, qui est assez logique en même temps. Mais j'avais trouvé ça bien fait. Voilà, donc j'avais bien aimé. Donc là, j'y vais avec plaisir. Élève à la Rosebridge Academy, une prestigieuse école de lettres londonienne, Jane Marlowe découvre un manuscrit relatant l'histoire d'amour à l'origine de l'école. Hélène Cavendish, maltraitée par ses parents, et James Granton, aristocrate fortuné mais aussi féministe, s'aiment en secret. Ils bravent les dictats sociaux pour fonder leur propre académie littéraire. Voilà, j'en sais pas plus. Donc je pense qu'on va avoir au moins une double temporalité avec, voilà, avec l'histoire de ce couple qui, oui, que normalement on ne peut pas vivre ensemble. Peut-être qu'elle, elle ne vient pas d'un milieu assez riche. Et puis est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec, voilà, avec Jen qui va découvrir ce journal, je ne sais pas trop. On verra. On retourne dans de la SF. Là, les éditions Actu SF se lancent dans des novellas. Donc, si vous pouvez aller sur leur compte Instagram, ils ont noté les novellas qui allaient sortir sur plusieurs mois. Là, il y en a deux qui vont sortir au mois de février. Elles sortent toutes les deux le 19 février. Alors, le premier, c'est Fragment d'un dieu mourant de Jonathan Brixey. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Dans un paysage désolé, un homme sans nom poursuit une folle quête. Chargé de la garde personnelle du souverain et alors qu'il avait rejeté ses désirs, il s'est vu transformé par sa relation amoureuse avec le nouveau roi. Protégé et aimé sont devenus les deux mots qui le guident. Mais malgré cet amour, une profonde dépression vient assaillir le monarque. Les jours de bonheur laissent la place à des paysages hantés et délabrés. Pour sauver son aimé, l'homme décide de prendre la route sur ces terres angoissées en quête de la déesse, créatrice de cet univers, pour qu'il lui soutire un moyen de sauver la vie de l'homme qu'il aime. Un souffle dingue, une histoire bouleversante, tel est le récit de Jonathan Brixey. Je sais pas, le côté romance me fait un peu peur. En même temps, avec QSF, ils ne sont pas vraiment spécialisés dans la romance. Je pense qu'on va peut-être être plus dans une quête. À voir aussi le prix de ces novellas, parce que bon, des fois, c'est des livres assez fins. Et puis, c'est vrai que vous n'avez pas... voilà, ça coûte le prix d'un livre de poche, mais c'est assez court. À voir, mais pourquoi pas, je trouve ça bien aussi qu'ils se lancent comme ça dans des novellas. Donc, pareil, sortira chez ActuSF le 19 février, Des perles pour les truies de Maëva Léchiguero. Pervenche, Théobert et Baudouin sont trop petits. Alors là, par contre, il y a une faute de frappe. Sont trois petits voyous des quartiers populaires d'une ville anonyme. Vivotant en truandant et raquettant les établissements de plaisir, ils rêvent d'une vie meilleure et pourquoi pas de devenir riches. Pervenche plus encore que ses deux compères. Pour elle, qui est une femme à la stature imposante, il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir. Elle sait qu'elle peut compter sur Baudouin qui a toujours une bonne idée. Justement, ce dernier est sur un gros coup, un de ceux qui pourrait leur permettre de s'extraire de la pauvreté, un coup qui leur permettrait de passer les grilles de la haute ville pour devenir des gens importants. Mais est-ce un si bon plan? Un texte de crapule fantaisie sur l'amitié et les choix de chacun et chacune. Brillant, c'est marqué. Bon. J'avoue, je sais pas trop, parce que le premier, il y a un côté trop romance qui me tente peut-être pas plus que ça. Et le second, j'ai l'impression qu'on est à notre époque. Je sais pas si on est dans une dystopie. Voilà, ensuite, trois petits truands. Je suis pas sûre que c'est ceux qui me tentent le plus, mais je voulais quand même vous les présenter. Puis pour vous présenter aussi voilà, cette nouvelle collection de chez ActuSF qui se lance dans les novellas. Donc,
À voir. Alors celui-ci, pareil, c'est chez Bookmark, donc j'en mets très peu de chez Bookmark, mais j'avoue que le résumé m'avait beaucoup tenté. C'est dans leur collection Moonlight. C'est les chroniques de roman, tome 1, Le Sanctuaire, et c'est de Ilona Andrews. Ah oui, Ilona Andrews, j'ai Dynastie dans ma palle de cette autrice que je n'ai toujours pas lu. C'est la saison des réjouissances et du carnage divin. Servir Tchernobog, le dieu de la destruction, des ténèbres et de la mort, n'a jamais été une sinécure. C'est pour ça que j'étais attirée, parce que Tchernobog, c'est un dieu slave. Je ne connais pas, quasiment pas la mythologie slave. Et bon, j'aime bien tout ce qui est mythologie, folklore. Et en découvrir en plus de nouvelles, ça me hype encore plus. Donc c'est pour ça que je l'ai noté. Bon, bref. Servir Tchernobog, le dieu de la destruction des ténèbres et de la mort, n'a jamais été une sinécure, surtout pendant les fêtes. Je pense qu'on dit Romane peut-être, est à court de lait de poule et un fichu esprit à manger son dernier biscuit. Il rêvait juste d'un peu de calme, mais quand un gamin ensanglanté débarque chez lui et le supplie de l'héberger, il lui ouvre sa porte sans hésiter. Et voilà que son jardin se retrouve envahi de mercenaires d'élite, de mages pyromanes et de prêtres fanatiques. Il croyait que Romane était une proie facile, mauvaise pioche. C'est le Volve Noir, prêtre d'un dieu terrible, il foulit son territoire, revient à signer son arrêt de mort. Bon, ça n'a pas l'air mal. Moonlight, je me demande si c'est pas la collection un peu plus young adulte, mais je suis pas sûre. Bon, j'avoue que si on va dans de la psychologie slave, alors moi effectivement, tout de suite, ça me tente sans problème. Là c'est pareil, c'est aux éditions Comet, que je ne connais pas. Donc ils vont sortir un livre le 25 février, Un palais d'obscurité de Lily Wilkinson. C'est pareil, c'est encore le résumé qui m'avait donné envie. Paige Whittaker a toujours été une marginale. Et après l'incident mortel qui a détruit sa seule amitié dans son ancienne école, elle a besoin d'un nouveau départ. C'est pourquoi lorsqu'elle reçoit une offre de bourse d'études de l'Agation College, un pensionnat d'élite niché au cœur des Landes écossaises, elle accepte aussitôt. Bon, il y a l'Écosse, pareil, c'est des mots magiques pour moi. Agation est tout ce dont Paige a toujours rêvé, un havre de paix rempli de livres poussiéreux, de tasses de thé fumantes et de débats intellectuels rigoureux. Et pour la première fois de sa vie, Paige a même réussi à intégrer une bande d'amis avec Cyrus, Ren, Gideon, Lacey et Hawk. Paige, je ne sais pas comment on dit, c'est P-A-G-E, ne le sait pas encore, mais sa nouvelle école a des racines sombres. Des racines qui remontent à sa création et à une société clandestine liée à la magie démoniaque et aux divinités gaéliques. Bon, voilà, encore une fois, on va plonger dans du folklore cette fois. Gaélique, irlandais, non, fallait pas plus. Bientôt, Paige, je vais dire Paige, ça va être plus simple, apprendra que personne à Agation n'est ce qu'il prétend être. Ni les professeurs, ni ses amis. Agation enseigne l'histoire à ses élèves, mais certaines histoires devraient rester enfouies. C'est très mystérieux, je ne connais pas cette maison d'édition. Bon, autant vous dire qu'apparemment il est à 20,99 €. Il a l'air assez épais quand même. Bon, voilà, il va encore falloir faire des choix. Le 25 février sortira chez Flammarion La Maison aux Roses Immortelles de Clémence Forest. Alors, un séjour forcé chez une grand-tante énigmatique en Angleterre, ce n'était pas l'été qu'avait prévu Aubery. Quand l'adolescente franchit les grilles imposantes de Wistermore, elle ne tarde pas à découvrir que de nombreux mystères hantent les lieux envahis par les fleurs et la végétation. Dévorée de curiosité, elle arpente le jardin jusqu'à l'étang interdit. Sous la surface de l'eau glacée, elle croise le regard d'un garçon prisonnier. Il essaye de lui parler. Alors que passé et présent s'entrelacent, les secrets enfouis font peu à peu surface. Un roman gothique, encore une fois, et fantastique où la force des femmes traverse les générations. Bon, voilà. Un manoir mystérieux en Angleterre. Bon, on n'est pas en Écosse, mais ça marche bien quand même. Une jeune ado qui se retrouve voilà, prise là-dedans avec un étang interdit. Apparemment, il y a un jeu passé présent. Il m'en fallait pas plus. Ensuite, alors là, oui, par contre, celui-là, je ne l'avais pas vu passer. Je suis contente de l'avoir vu passer là dans les sorties. C'est chez Albin Michel Imaginaire, The Book of Love de Kelly Link, qui sortira le 25 février. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes couvertures, la même ligne éditoriale que les couvertures habituelles, mais à voir. Alors, nous sommes à Lovesand, au Massachusetts. Pas facile à dire. Laura Hand, Daniel No et Mo Gorsh ont disparu pendant des mois. Ils étaient morts ou quelqu'un ou quelque chose les a ramenés à la vie, avec de très subtiles différences, comme la boucle d'oreille de Laura que Daniel porte désormais. Bowie est revenu avec eux.
pas le chanteur, mais une entité énigmatique qui a adopté son nom de famille et une vague ressemblance avec Bowie, le chanteur. Bowie, c'est une chose que les 3 autres ignorent. 2 resteront, 2 retourneront au néant. Laura, Daniel et Mo n'ont aucune idée des épreuves qui les attendent. Mais leur ancien professeur de musique peut les aider à appréhender le conflit magique très ancien dans lequel ils sont désormais impliqués. Ça me fait penser un peu à Dissonance où ils sont pareil, ils sont tous dans un autre monde. Bon, moi je suis Albin Michel imaginaire, j'avoue que je suis toujours tentée, donc voilà quoi. Chacune de leurs sorties me tente. Le 26 février va sortir le tome 2 de Iron Prince, donc c'est toujours le tome 1 mais la partie 2 de Brice O'Connor et de Luc Schmilenko, donc je suis en partenariat avec eux, donc normalement je devrais le recevoir. J'ai lu le tome 1 déjà. On est dans de la littérature RPG, hein, donc de la littérature jeu de rôle en fait, où vous avez ce système où voilà, vous avez des combats. Plus vous remportez de combats, plus vous avez de puissance, d'artefacts ou d'armes puissants, et plus vous montez les différents levels. Et là, on suit un personnage, alors je ne sais plus son nom encore une fois, parce que je ne retiens plus les prénoms, Redon Ward. Et lui, il part de très loin parce qu'il a une maladie qui fait que ses muscles se calcifient, enfin se transforment en os en fait. C'est une maladie très rare, on n'arrive pas à soigner. Alors on est dans le futur puisqu'il y a, on sait juste qu'il y a eu des attaques extraterrestres. Et il a quand même réussi à incorporer une école et il est aidé, il a une amie vraiment très proche qui l'a beaucoup aidé. Pour lui, c'est pas facile parce qu'effectivement, il part avec cette faiblesse, hein, ces gros problèmes de santé, mais en même temps, il a dû se faire opérer moult fois depuis qu'il est enfant pour que on permette à ses muscles de ne pas se calcifier. Donc, il sait ce que c'est que la souffrance et ça va être une force pour lui. Il est sélectionné pour devenir, alors je ne sais plus comment il s'appelle, pour entrer dans une académie où, voilà, où vous avez des guerriers qui combattent. Alors, leur rôle est à la fois de se battre devant la télé en fait et de retranscrire ces émissions devant les gens et quelque part d'inciter les jeunes à rejoindre l'armée pour combattre les extraterrestres. C'est leur rôle principal. Ils vont pas forcément combattre les extraterrestres. Bon, sauf que là, peut-être que notre héros va se retrouver obligé de combattre des extraterrestres. Voilà, donc il rentre dans cette académie. Alors, il est choisi d'une façon un petit peu spéciale parce qu'on se dit il n'a aucune chance. Il est très bon en théorie, mais évidemment, sur le plan de la pratique, c'est très compliqué pour lui. Et il est choisi pour une raison très particulière. Bon, je ne vais peut-être pas vous dire laquelle. Voilà, mais voilà, sa meilleure amie est prise aussi dans cette académie. Il va rencontrer d'autres personnes avec lesquelles il va devenir ami. Et puis voilà, il y a beaucoup de combats. Hein. Sachez que voilà, c'est comme un jeu de rôle, donc il faut passer des étapes pour gagner des artefacts, des armes. Voilà, ça n'arrête pas. Hein. Voilà. Mais j'avais bien aimé. Je n'en dirais pas 136 000, mais celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Donc j'attends de recevoir le tome 2. Et je vais finir avec... je vais finir, non, il y en a un que je ne vous ai pas présenté parce que je l'ai pas... Il n'était pas noté dans les sorties, celui-là. Je vais vous le présenter, il sort au mois de février, mais je ne sais plus... je l'ai reçu en service de presse, mais je ne sais plus à quelle date. Et sinon, le 28 février sortira aussi Au Héron d'Argent, Notre-Dame de la Dormition de Manon Ségur. Alors Manon Ségur, je suis allée voir son compte sur Instagram, c'est très gothique, donc j'adore, j'adore. Et je pense que ça va se ressentir certainement j'ai acheté déjà un de ses livres que j'ai trouvé d'occasion, qui n'était pas chez Le Héron d'Argent. Et là, c'est son tout nouveau roman. Sous les fondations d'un vieux théâtre toulousain, sommeillent les ruines de l'église de la Dormition. Un lieu où le feu ne s'est jamais vraiment éteint. Ceux qui s'en approchent y laissent quelque chose d'eux. Leur voix, leur sang, parfois même leur âme. Myriam, jeune costumière hantée par ses cauchemars, découvre un passage oublié sous la Seine. Là, parmi les cendres et les champs étouffés, elle rencontre une femme couverte de suie et d'or, revenue d'un passé que nul ne devait exhumer. Alors que le théâtre s'enfonce dans la nuit, d'étranges forces s'agitent dans l'ombre. Intrigants, croyants et damnés, tous prêts à rallumer le feu interdit. Et sous les planches, quelque chose attend. Bon, là, j'avoue que je suis hyper hypée. Et puis quand j'ai vu le compte de l'autrice, waouh! Si vous aimez le gothique, allez faire un tour sur son compte, c'est vraiment... très très chouette. Et j'ai reçu aussi en service de presse Le Présage des Oiseaux, alors qui sort en février, mais j'ai pas la date exacte, j'ai pas eu de petit service de presse avec. De Myriam Chirousse, alors c'est aux éditions Le Soir Venu. Alors en fait, comme cette année j'ai été reprise comme partenaire des éditions Château d'Âme, alors ils nous avaient envoyé un mail, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais pas reprise d'ailleurs.
J'ai eu un coup de sang et nous, en fait, ils avaient tagué les gens et apparemment, quand on tague trop de personnes sur Bookstagram, il met pas tous les tags. Voilà. Du coup, j'avais pas vu leur post. Donc, oui. J'ai eu un petit coup au cœur là quand même. Je me suis dit, non, c'est bon, je suis reprise. Donc, j'en reviens aux éditions de Château d'Âme. Donc, ils proposaient, parce qu'ils ont pris de nouveaux partenaires, et aux nouveaux partenaires, ils proposaient de leur envoyer un de leurs livres qui était sorti l'année dernière, et aux partenaires qu'ils renouvelaient, un livre qui sort dans une de leurs maisons d'édition, parce que les éditions Château d'Âme font partie des éditions Jouvence, qui font elles-mêmes partie des éditions Albert Michel. Donc, ils ont plusieurs maisons d'édition. Et moi, j'ai choisi celui-ci parce que je pense qu'on va être dans de la fantaisie quand je lis le résumé. Quand le royaume du Jarnborg est subitement attaqué, Dame Illyria n'en croit pas ses yeux. Pourquoi le roi de Sassénie brise-t-il aujourd'hui la paix conclue grâce à elle 18 ans plus tôt? A-t-elle commis une erreur? A-t-elle été trahie? Pendant 3 jours, alors que les assaillants livrent bataille et progressent jusqu'aux portes de la forteresse, la souveraine s'interroge et organise la résistance. Son passé lui revient par fragments, comme les pièces d'un puzzle. Petit à petit, les raisons secrètes de cette situation s'éclairent, révélant des vérités enfouies. Alors confrontée à ces ombres, Illyria n'aura d'autre choix que d'occuper enfin sa véritable place en prenant les rênes d'un pouvoir qu'elle n'avait fait qu'effleurer et en vivant désormais sans sacrifice les élans de son cœur. C'est apparemment un roman aux allures de conte qui explore la place des femmes. Aujourd'hui, il nous livre une allégorie on ne peut plus pertinente de notre époque. Ouais, donc ça me tentait, bon, évidemment, c'était de la fantaisie, donc moi, ça me tentait bien. Autour d'une femme en particulier, qui n'a pas forcément envie du pouvoir, mais qui ne va pas avoir trop de choix. Je trouve la couverture très belle. Alors, ça fait peut-être pas héroïque fantasy, mais je la trouve très belle, très soft, justement. Ce sera peut-être assez doux, je ne sais pas trop. Mais je ne connaissais pas le soir venu, donc ça a été l'occasion aussi de découvrir cette autre maison d'édition qui appartient au même groupe que Château d'Âme. En tout cas, je les remercie pour leur envoi. Bon, je termine ici cette vidéo présentation, bon, qui aura encore duré 1h30, mais bon, c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps pour vous présenter aussi les sorties. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si s'il y a des livres là-dedans qui vous tentent. Si vous avez repéré certaines sorties que je n'ai pas forcément mises ici, mais vous pouvez très bien rajouter dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre des emojis, des livres, hein, plein de livres, parce que voilà, on est dans les sorties littéraires, des petits cœurs comme certains le font. Voilà, n'hésitez pas à laisser, voilà, pour faire vivre la chaîne, voilà, pour la booster un petit peu, parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais bon, en même temps, c'est vrai que moi j'aime bien, ça me fait toujours plaisir de revenir, même si j'ai un petit peu moins de temps en ce moment. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir voilà, de venir et de vous tourner ces vidéos et puis après de vous retrouver en commentaire. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère qu'il sera un bilan lecture parce que je n'ai pas encore le temps de vous en faire un. Je ne sais pas trop. Soit un reading vlog, soit un bilan lecture, je ne sais pas encore. On verra bien et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.